Il pensait qu'un coup de pied la rendrait insignifiante, mais il n'avait aucune idée à qui il venait de s'en prendre. Au milieu de la classe, devant tout le monde, une jeune fille noire et discrète a été jetée à terre, et l'enseignante n'a rien dit. Toute l'école a ri. Mais quand la vérité a éclaté, ce coup de pied n'a pas seulement détruit leur réputation, il a anéanti tout ce qu'ils pensaient pouvoir cacher. Ce n'est pas juste une histoire de harcèlement, c'est un avertissement. Regardez jusqu'à la fin. La fin frappera plus fort que ce coup de pied. Laissez un commentaire et dites-moi d'où vous regardez. Les lundis matins à Brookdale étaient aussi bruyants qu'une ruche. Le son des chaussures en caoutchouc frappant le sol, les rires des filles, et le bruit des balles frappant les murs du couloir. Mais dans la salle de classe d'histoire américaine, l'air était épais, lourd de fumée de cigarettes. Au dernier rang, Amara Lewis, la nouvelle élève noire transférée, était assise silencieusement. Ses yeux étaient fixés sur le tableau, mais son esprit semblait ailleurs, un endroit sans les regards indiscrets et les chuchotements. Derrière elle, Ryan McCall, le capitaine de l'équipe de football, était adossé à sa chaise, ses longues jambes posées sur le bureau comme s'il s'agissait de son trône. Ethan et Logan étaient assis à côté de lui, ricanant lorsque Ryan a lancé une gomme qui a frappé Amara à l'arrière de la tête. Elle a fait une pause, a tourné la tête, mais n'a rien dit. Son silence a rendu Ryan encore plus mal à l'aise. Pour lui, il n'y avait rien de pire que quelqu'un qui n'avait pas peur de vous. Et, la nouvelle, a appelé Ryan, sa voix s'éteignant comme un défi. Amara n'a pas répondu. Elle s'est penchée pour écrire, son crayon tremblant légèrement dans sa main. Elle n'a pas entendu ? A dit Logan, sa voix moqueuse. Si, mais c'est le genre qui se croit au-dessus de nous, a ajouté Ethan. Madame Cooper, l'enseignante, a jeté un coup d'œil, puis est retournée au tableau. Tout le monde savait qu'elle avait été mutée une fois pour avoir déplu à un parent puissant, et Ryan était le fils de Monsieur McCall, le plus grand donateur de l'école. Personne n'osait le toucher. Ryan a ricané et s'est levé. Il s'est dirigé droit vers Amara, son carnet à la main. « Qu'est-ce que tu vas écrire une lettre au président ?» a-t-il dit, sa voix si forte que toute la classe s'est tournée. Amara est restée silencieuse, lui lançant seulement un regard direct. Ni effrayée, ni en colère, juste calme. C'est ce calme qui a rendu Ryan fou. En un instant, il a jeté la chaise en arrière. Le métal a retenti contre le sol. Amara est tombée, ses mains sur le sol. Avant que quiconque puisse réagir, le coup de pied de Ryan a atterri en plein sur son épaule. Un halètement étouffé s'est échappé. Un silence mortel a rempli la pièce. Ethan a forcé un sourire, mais il s'est estompé quand il a vu que la fille n'a pas fondu en larmes ni crié. Amara l'a juste regardé, un regard profond, calme, mais perçant. Ryan a reculé d'un pas, sa respiration devenant courte. Pour une raison quelconque, son cœur battait vite, comme s'il venait de toucher quelque chose de dangereux. Toute la classe a retenu son souffle. Madame Cooper est restée immobile, ses yeux rivés au tableau comme si elle ne voyait rien. Amara s'est lentement levée. Elle a ramassé son carnet, a brossé la poussière de la page déchirée et est retournée à sa place. Pas un mot, pas une larme. Ryan a parlé fort, essayant de retrouver son calme. Reste tranquille. Ne fais pas semblant d'être pitoyable. Mais personne n'a ri. Même Logan a baissé les yeux sur la table. L'air semblait partagé entre le silence et l'embarras. La cloche a sonné. La classe s'est dispersée comme si elle fuyait. Ryan a quitté la pièce en premier, n'osant pas regarder en arrière. Madame Cooper est sortie la dernière, frôlant Amara sans rien dire, fermant juste la porte, un clic sec et froid. Amara est restée seule dans la salle de classe. Elle s'est assise là, prenant une profonde inspiration. Son bras droit la faisait souffrir, mais elle n'a pas laissé les larmes couler. Au lieu de cela, elle a remonté sa manche, un bracelet connecté avec une lumière bleu pâle. Le petit écran affichait « Enregistrement sauvegardé ». Un très fin sourire a traversé ses lèvres. Pas un sourire triomphant, mais celui de quelqu'un qui sait que la justice exige parfois le silence pour attendre le bon moment. Elle s'est levée, a mis son téléphone dans sa poche, et est sortie de la salle de classe vide où les empreintes de chaussures de Ryan étaient encore imprimées sur le sol. Dehors, le couloir était baigné de lumière dorée et les élèves faisaient du bruit comme si rien ne s'était passé. Amara a traversé la foule, ses yeux fixés sur la distance où la lumière se reflétait sur l'écran de son téléphone. Personne ne savait que ce regard était le début d'un coup d'État.
Après l'école, Amara s'est assise à la bibliothèque, a allumé son téléphone. La vidéo secrète de sa manche a commencé à jouer, et elle était sur le point de cesser d'être un secret. Cette nuit-là, le dortoir des filles de Brookdale était baigné d'une faible lumière jaune. La lumière se reflétait sur les murs comme si elle vacillait à cause de la pluie dehors. Amara était assise sur son lit, le dos contre le mur, ses épaules encore douloureuses du coup de pied du matin. Elle tenait un verre d'eau chaude, fixant le vide. Tout le bruit dans sa tête était étouffé. Le rire de Ryan, les regards de la classe, et le silence étrange de Madame Cooper. Son téléphone a sonné. Un nouveau message texte d'un numéro inconnu. Tori Wells. J'ai tout enregistré, mais je ne peux pas le publier. Tu dois le garder. Amara a fixé l'écran. La vidéo était tremblante mais claire. Ryan renversant la chaise. Le coup de pied fort et les sons stupéfaits de la classe. Tout était enregistré de manière irréfutable. Kayla, sa colocataire, est sortie de la salle de bain, les cheveux mouillés, sa robe de chambre. « Tu ne dors pas encore ?» a-t-elle demandé, puis a vu la lumière du téléphone d'Amara. « Ne me dis pas ce que tu vas en faire. » Amara est restée silencieuse, son doigt planant sur le bouton de partage. « Si je ne le dénonce pas, il le fera à quelqu'un d'autre. » Kayla a soupiré, sa voix s'est éteinte. « Tu ne comprends pas Amara, si quelqu'un comme toi touche quelqu'un comme lui, tu perdras. » Amara a levé les yeux, ses yeux brillants d'un mélange de colère et de calme. « Alors, on va juste se taire ?» Kayla n'a pas répondu, a juste tiré les rideaux. La pluie est tombée plus fort, les gouttes glissant sur la vitre comme si elle brouillait la ligne entre la justice et la peur. Amara a ouvert son ordinateur portable et a regardé la vidéo à nouveau. Chaque image était une tranche d'humiliation, mais aussi une preuve vivante. Elle a branché ses écouteurs et l'a rejoué. Il y a eu un moment après le coup de pied où elle s'est vue se refléter dans son regard. Non plus la victime, mais le témoin. « Tu vas la poster ?» a demandé Kayla, sa voix tremblant légèrement. Amara a secoué la tête. « Pas encore. Pas maintenant. » Elle a sauvegardé la vidéo sur son disque dur personnel, a renommé le fichier projet 1 et a défini un mot de passe, une vieille habitude de son ancienne école où elle avait été témoin d'un incident similaire. Mais quand elle s'était exprimée, toutes les preuves avaient été perdues du jour au lendemain. Kayla est montée dans son lit, tirant les couvertures sur sa tête. « J'espère que tu ne vas pas causer de problème. » Amara n'a pas répondu. Elle a juste regardé l'écran, la lumière se reflétant sur son visage étrangement calme. C'était tôt le matin, le vent hurlait toujours devant la fenêtre. Le réveil affichait 3h17 du matin. Amara s'est endormie sur la table, la tête reposant sur ses mains, l'ordinateur portable était toujours allumé, la vidéo figée sur le visage de Ryan, son visage déformé par la colère. Et puis, quelque part sur l'internet de l'école, un compte anonyme a commencé à fonctionner. Nom du compte, La Vérité se lèvera 01. Pas de photo de profil, pas de description, juste une vidéo. Brookdale. C'est ce qu'il cache. En 2 heures, la vidéo avait plus de 50 000 vues. Au matin, elle était partagée sur TikTok, Twitter et Reddit. Les hashtags ont commencé à se répandre, justice pour Amara, violence scolaire, vérité Brookdale. Quand Amara s'est réveillée, la lumière du soleil filtrait à travers les rideaux sur son visage marqué. Elle a bâillé, a ouvert son téléphone. Des dizaines de messages ont afflué. Tu deviens viral. Ils ont posté la vidéo. Amara, Ryan est fini. Elle a fixé l'écran. Son cœur battait la chamade. Elle a ouvert TikTok. La vidéo avait plus de 2 millions de vues. Les gens parlaient, partageaient, indignés. Le visage de Ryan était partout. Mais c'était le visage de l'agresseur, pas le capitaine de football adoré. Kayla s'est réveillée, les yeux mi-clos, regardant Amara, qui tremblait avec son téléphone. « Tu l'as posté ?» Amara a secoué la tête. « Non, pas moi. » Elles se sont regardées à ce moment-là, la peur et l'espoir mêlés. Amara ne savait pas qui l'avait fait. Mais au fond d'elle, elle savait que ce n'était plus son histoire. Une vidéo dans l'obscurité avait allumé un feu que Brookdale ne pouvait éteindre. Quand la cloche a sonné le lendemain matin, toute l'école était en effervescence. Dans le couloir principal, des centaines d'yeux étaient fixés sur Amara et Ryan McCall marchait vers elle, le visage pâle.
Le lendemain matin, Brookdale n'était plus une école normale. C'était un champ de bataille de l'opinion publique. La cour de l'école était bondée, les élèves se regroupaient, les téléphones levés, les écrans brillant des reflets de leurs visages, tous parlant. La vidéo Garçon frappe une fille noire en classe avait atteint 3 millions de vues du jour au lendemain. Sur TikTok, le clip a été remonté des milliers de fois avec des effets, de la musique de fond et des légendes en colère. Elle était juste assise là et ils l'ont quand même frappée. Brookdale doit répondre. Justice pour Amara était en tendance. Personne dans l'État de Géorgie. D'un côté, des élèves en colère brandissaient leur téléphone pour enregistrer des vidéos en soutien à Amara. De l'autre, le cercle intime de Ryan McCall a essayé de le défendre avec de faibles excuses. Elle a provoqué. La vidéo a été coupée. C'était juste une blague. Mais personne n'a cru ces mots. Plus il niait, plus la colère grandissait. Amara est entrée dans la cour. Ses pas étaient lents mais réguliers. Des dizaines d'yeux étaient fixés sur elle, certains méprisants, d'autres admiratifs, d'autres curieux. Kayla marchait à côté d'elle, essayant d'éviter les caméras. « Tu ne devrais pas être ici », a-t-elle chuchoté. Amara a répondu calmement. « Je n'ai rien à cacher. » De l'autre côté, Ryan est apparu avec Ethan et Logan. Il a essayé de sourire, mais ses yeux brûlaient déjà. Les gens ont reculé à son approche, mais Amara est restée immobile. « Qui te crois-tu être ?» a grogné Ryan. « Une farce virale sur Internet ? » « Je n'ai pas fait en sorte que ça devienne viral, » a dit Amara lentement. « Mais tu en seras tenu responsable, » a-t-il grogné, le visage rouge. Avant que la situation ne dégénère, Monsieur Parker, le directeur, est entré avec 2 professeurs. « Vous deux, venez dans mon bureau. » Immédiatement. Le bureau du proviseur Parker était décoré de badges, de certificats et d'une grande photo de Monsieur McCall accrochée au centre, preuve de l'influence de la famille la plus puissante de l'école. Amara était assise en face de Monsieur Parker, les mains jointes. Il a soupiré, sa voix douce mais autoritaire. « Amara, tu dois comprendre que cela affecte sérieusement l'image de l'école. Les gens disent que Brookdale tolère la violence. Tu peux nous aider à arrêter ça si tu supprimes juste cette vidéo. » Amara a levé les yeux, ses yeux sombres et déterminés. « Je n'ai pas posté cette vidéo, Monsieur Parker. » Parker a fait une pause. « Que veux-tu dire ? » « Je ne l'ai pas postée, mais je ne la supprimerai pas non plus. » L'air s'est figé. La voix de Monsieur Parker est devenue plus basse, presque menaçante. « Sais-tu qui est la famille McCall ? Sais-tu qu'une petite erreur pourrait te coûter ta chambre au dortoir, ta bourse, tout ? » Amara est restée calme. « Peut-être. Mais si tout ce que j'obtiens est en échange du silence, alors je n'en ai pas besoin. » À ce moment-là, Monsieur Parker a vu quelque chose dans ses yeux. Il ne s'attendait pas à de la défiance. Il s'est détourné, sa voix dure. « Sors d'ici. » Amara est sortie de la pièce, le dos droit, les épaules douloureuses mais les yeux brillants. Dans le couloir, Ryan l'attendait. Il était appuyé contre le mur, un sourire narquois sur le visage. « Tu penses que tu vas gagner ? » a-t-il dit, sa voix pleine de haine. « Je ne suis pas en compétition avec toi, » a répondu Amara, puis elle est passée droit devant lui. Ryan lui a attrapé le bras, serrant fort. « Je te ferai disparaître de cette école. Tu regretteras d'avoir laissé cette vidéo exister. » Ethan a tiré son ami. « Lâche ça, Ryan. » « Ça suffit. » Mais Ryan a repoussé sa main, ses yeux brillants de cruauté. « Non, tu ne comprends pas. L'enfer. » Amara a tourné la tête et a regardé en arrière, ne disant rien. Ses yeux l'ont figé comme si elle n'avait pas peur de lui, mais le plaignait. Elle a quitté le couloir, passant devant les rangées d'élèves qui parlaient encore de la fille dans la vidéo. Au loin, les écrans lumineux des téléphones projetaient une lueur froide sur son visage. Un monde où la vérité se répand plus vite que toute force ne peut l'arrêter. Une vidéo peut détruire une réputation, mais la vraie fureur n'avait pas encore commencé. Quand Amara a quitté la classe cet après-midi-là, elle ne savait pas que le groupe de Ryan l'attendait sur le parking derrière l'école. Et cette fois, il n'essayait pas seulement de lui faire peur. L'après-midi était exceptionnellement sombre. Les nuages sombres flottaient bas, comme s'ils pesaient sur tout le campus de Brookdale. La cloche de l'école a retenti dans l'air lourd et les élèves se sont précipités dans la cour,
rentrant chez eux, évitant le regard des autres. L'histoire de la vidéo du coup de pied circulait toujours en ligne, et tout le monde avait peur d'être impliqué. Amara Lewis marchait lentement vers le parking. Son sac à dos en bandoulière. Elle avait appris à marcher silencieusement, sans s'incliner, sans provoquer. Mais derrière elle, 3 silhouettes s'approchaient. Ryan McCall, Ethan Blake et Logan Price. Ils ne souriaient plus comme d'habitude. Les yeux de Ryan étaient maintenant remplis de pure haine. Et, Princesse Justice, a appelé Ryan, sa voix traînante. J'ai entendu dire que tu aimais être célèbre. Amara ne s'est pas retournée. Je n'ai pas besoin de la célébrité. Je veux juste étudier en paix. Oh, alors laisse-moi t'aider pacifiquement. Il a fait un pas en avant, poussant l'épaule d'Amara si fort qu'elle a failli tomber. Ethan et Logan se tenaient derrière lui, regardant autour d'eux comme en garde. Amara a serré sa prise sur son sac à dos, gardant son équilibre, les yeux fixés droit devant. Tu ne devrais pas être ici, Ryan. Ryan a ri. Où devrais-je être dans cette foutue vidéo? Il lui a arraché le téléphone de la main et l'a jeté violemment sur le sol en ciment. Le son était sec. Voilà. Maintenant, tu n'as plus rien à filmer. Amara n'a toujours pas réagi, a seulement dit doucement. Tu penses que tu peux tout cacher? Ryan s'est approché, son souffle lourd de fumée de cigarette et de colère. Pas de preuves, pas de crime. Elle l'a regardé droit dans les yeux, froidement calme. La justice n'a pas besoin que je crie. Elle te trouve. Les mots ont fait geler Ryan. Pendant un bref instant, il a senti la peau de sa nuque se hérisser. Il l'a regardé, a vu un calme qu'il ne pouvait comprendre, auquel il ne pouvait succomber. Tu me menaces? Il a ri. Non, a dit Amara doucement. Je dis la vérité. Ethan a baissé la voix. Ça suffit, Ryan. Non, pas assez. Il a grogné, puis a arraché le sac d'Amara et l'a jeté dans la flaque sombre près du drain. L'eau a éclaboussé. Sale. Elle s'est penchée pour le ramasser. Chaque mouvement était lent et décisif. Tu viens de t'aggraver les choses, a-t-elle dit sans lever les yeux. Ryan a serré les poings, sur le point d'avancer, mais Logan lui a tenu la main. Ça suffit, Ryan. Quelqu'un regarde. Il a jeté un coup d'œil autour de lui, et bien sûr, à l'étage supérieur du parking, il y avait une silhouette debout derrière la balustrade comme si elle tenait un téléphone. Ryan, maudit, les a repoussés tous les deux et est parti. Ethan et Logan ont suivi, sans dire un mot. Amara est restée immobile, l'eau coulant de ses cheveux le long de son col. Elle a pris une profonde inspiration. De l'autre côté, le vent soufflait, secouant le panneau qui disait Brookdale, où les avenirs naissent. Elle l'a fixé longtemps, les yeux brillants de détermination. Elle ne savait pas que juste au-dessus du plafond du parking, une petite caméra de sécurité avait enregistré tout l'incident. De l'épaule au moment où Ryan a jeté son sac dans l'eau. La caméra faisait partie de l'ancien système de l'école. Peu de gens savaient qu'elle était toujours active, mais elle diffusait toujours des données vers le serveur interne. Ce soir-là, dans leur petit appartement de la banlieue d'Atlanta, la docteure Naomi Lewis, la mère d'Amara, était assise devant un grand ordinateur. L'écran affichait des dizaines de flux de données de sécurité. En tant qu'analyste de données nationales, elle était habituée à la surveillance, mais elle n'avait jamais pensé qu'elle devrait le faire à l'école de sa propre fille. Naomi a ouvert le forum interne des élèves de Brookdale où des fiches de partage anonymes étaient partagées. Soudain, un nouveau message est apparu intitulé « Quand ils pensent que personne ne regarde ». À l'intérieur se trouvait une vidéo de 36 secondes de Ryan poussant l'épaule d'Amara et jetant son sac dans l'eau. Angle élevé, haute définition de la caméra du parking. Les commentaires ci-dessous ont explosé comme des feux d'artifice. Pouvez-vous le nier maintenant? Ce type est malade. Cette fille mérite d'être protégée. Naomi a fixé l'écran, son cœur battant la chamade. Quelqu'un avait accédé aux caméras de l'école et avait publié la vidéo avant même qu'elle ne puisse penser à une prochaine étape. Elle a chuchoté, « Qui a fait ça et dans quel but ?» Encore une fois, la vérité avait trouvé son chemin. Mais cette fois, ce n'était pas seulement une preuve. C'était un avertissement. Le lendemain matin, quand Amara est arrivée à l'école, elle n'avait aucune idée que sa mère avait déjà commencé à traquer la personne qui avait publié la vidéo. Et ce qu'elle était sur le point de découvrir allait tout changer.
La petite maison des Lewis à la périphérie d'Atlanta était si silencieuse qu'on pouvait entendre un train au loin chaque nuit. Mais ce soir-là, l'air était si épais qu'il pouvait être coupé. La lampe de table du salon était toujours allumée, éclairant le visage tendu de la docteure Naomi Lewis, assise devant 3 écrans d'ordinateur. Des flux de données fonctionnaient sans arrêt, console de serveur internet de Brookdale et forum d'étudiants. La porte s'est ouverte. Amara est entrée, son uniforme froissé, son sac à dos trempé. Naomi a levé les yeux, ses yeux cernés par le manque de sommeil. « Dans quoi t'es-tu encore fourré ?» a-t-elle dit, sa voix mêlant inquiétude et colère. « Ce n'est pas ta faute, maman. Ce n'est pas ta faute. » Mais les choses empirent, Naomi s'est levée et s'est approchée. « Tu es filmé, ridiculisé, menacé. Tous les réseaux sociaux sont en effervescence et tu vas toujours à l'école comme si de rien n'était. » Amara a baissé les yeux. « Si j'arrête, ils gagnent. Je ne peux pas les laisser croire que j'ai peur. » Naomi a claqué ses mains sur la table. « Ce n'est pas un jeu de courage, Amara, c'est ta vie. » Sa voix a résonné dans la pièce, faisant frissonner Amara. Elle a reculé, les larmes montant à ses yeux, mais elle a essayé de garder son sang-froid. « Tu m'as appris que le silence est un péché. Maintenant tu veux que je me taise ?» Naomi était sans voix. Les yeux de sa mère mêlaient peur et fierté réticente. La fille devant elle n'était plus une enfant faible, mais un feu prêt à éclater. Elle a pris une profonde inspiration, a baissé la voix. « D'accord, si tu n'arrêtes pas, je te protégerai à ma manière. » Amara a soupiré doucement, se retournant vers les escaliers. « Je n'ai besoin de personne pour me protéger. J'ai juste besoin que tu me fasses confiance. » La porte de la chambre s'est refermée, laissant Naomi seule dans la lueur bleue de l'écran. Naomi s'est assise, les yeux rivés sur le trafic réseau de Brookdale. Elle était analyste de données de sécurité nationale, anciennement au département de la sécurité intérieure. Retrouver un uploader anonyme n'était pas difficile. Le plus difficile était de rester calme quand il s'agissait de son enfant. Elle a commencé là où la vidéo était apparue pour la première fois, le compte anonyme La Vérité se lèvera 01. Pas d'avatar, pas de lien, pas de véritable identifiant. Mais Naomi savait que chaque trace numérique laissait une piste. Elle a ouvert son logiciel de balayage de paquets et a suivi le chemin. Une chaîne d'adresses IP est apparue et l'une d'entre elles correspondait au serveur interne de Brookdale. Naomi a légèrement froncé les sourcils. Ce compte n'appartient pas à un étudiant. Elle a essayé de récupérer les horodatages et a constaté que la vidéo avait été téléchargée depuis un appareil avec un accès de niveau enseignant. Cela ne pouvait être que quelqu'un de l'école. Elle a pris des notes, sa main tremblant légèrement. Une enseignante anonyme, a-t-elle chuchoté. À ce moment-là, les choses sont devenues plus compliquées. Ce n'était pas seulement du harcèlement. C'était quelqu'un à l'intérieur qui essayait de faire éclater la vérité tout en restant caché. Naomi a ouvert la caméra de sécurité. En faisant défiler la liste des utilisateurs du système, elle a trouvé un profil sans nom marqué seulement C12. Ce compte avait accédé aux archives vidéo de sécurité de l'école 4 fois au cours des 3 derniers jours. Elle a essayé de pirater plus profondément, mais le système s'est automatiquement verrouillé. Une ligne rouge est apparue, accès non autorisé détecté. Session terminée. Naomi s'est assise silencieusement, fixant l'écran sombre. À ce moment-là, elle a réalisé que quelqu'un de l'autre côté la regardait. Le bruit de la porte d'Amara s'ouvrant. Elle a passé la tête dans les escaliers, chuchotant « Maman, je suis désolée d'avoir crié tout à l'heure. Je viens. » Naomi s'est retournée, interrompant. « C'est bon. Promets-moi juste une chose. Ne dis à personne que tu enquêtes là-dessus. » Amara a hoché la tête, un peu surprise. « Qu'est-ce que tu vas faire ? » « Trouver la vérité, » a répondu Naomi. Sa voix était aussi dure qu'un couteau. Quand Amara est retournée dans la pièce, Naomi a regardé l'adresse IP qui clignotait toujours sur l'écran. Ses yeux brillaient de la lumière de quelqu'un habitué à affronter l'obscurité. Elle savait que si quelqu'un dans l'école avait un accès suffisant pour publier la vidéo, il y avait quelque chose de beaucoup plus grand derrière. Il y a des gens qui cherchent la justice avec des mots, et il y a des gens qui la cherchent avec des données. Cette nuit-là, Naomi a commencé à fouiller plus profondément dans les serveurs de Brookdale, et ce qu'elle était sur le point de voir lui ferait comprendre que sa fille n'affrontait pas seulement des élèves, mais tout un système. Il était tard.
Le vent sifflait à travers les arbres derrière l'école, soufflant des flyers à moitié collés des murs de briques. À l'intérieur du bâtiment administratif de Brookdale, une faible lumière jaune brillait à travers les fissures de la porte de la salle de conférence des professeurs. Le bâtiment était silencieux, à l'exception d'une silhouette marchant silencieusement dans le couloir. Naomi Lewis portait un manteau sombre, ses cheveux tirés en arrière, des gants noirs couvrant ses mains. Elle marchait aussi silencieusement qu'un fantôme, faisant des pas prudents sur le vieux carrelage. Sa carte d'accès, récupérée auprès du service de maintenance grâce à un appel courtois astucieux, a été scannée et a fait un léger tic. La porte s'est ouverte. Naomi s'est glissée à l'intérieur. La salle de conférence des professeurs semblait en désordre. Le tableau blanc affichait toujours la note réunion du conseil mardi matin, plusieurs tasses de café inachevées et une pile de dossiers non consultés. Naomi a vérifié sa montre. 22h47. Elle savait que le proviseur Parker restait souvent tard en début de semaine pour s'occuper de la paperasse. Mais ce soir-là, Parker n'était pas seul. La porte a grincé. Naomi s'est cachée derrière les épais rideaux. La lumière de son téléphone filtrait à travers le tissu. Madame Cooper était entrée avec Parker. Ils n'ont pas allumé les lumières principales, juste la lampe de bureau. Êtes-vous sûr de devoir faire ça? La voix de Cooper tremblait. Il n'y a pas d'autre moyen, a répondu Parker froidement. Si la presse arrive, ils sortiront tous les dossiers des élèves. Amara Lewis ne peut pas laisser de traces dans le système. Effacez-la avant le matin. Naomi a retenu son souffle, son cœur battant la chamade. Parker s'est assis, a ouvert son ordinateur portable et a parcouru la liste des dossiers. Dossier de conduite, relevé de notes, même la demande d'admission, tout. Si quelqu'un demande, je dirais qu'elle n'a jamais fréquenté l'école. Madame Cooper a dit doucement. Mais s'il le découvre, personne ne le fera. Ryan est le fils de Monsieur McCall, qui finance 60% du budget de l'école. Comprenez-vous? Il ne peut y avoir aucun scandale avec ce nom. Naomi a senti son visage s'échauffer. C'était donc ça. Ils essayaient d'effacer Amara de l'existence juste pour protéger un homme violent. Elle a sorti son téléphone et l'a allumé pour enregistrer. Parker a pris une profonde inspiration, s'est penché en arrière dans sa chaise. Les gens de Monsieur McCall enverront le supplément cette semaine. Je signerai pour le conseil comme toujours. Vous voulez dire une donation? A demandé Cooper sarcastiquement. Parker a ricané. Ça sonne mieux que pot de vin. Il a ri, a ouvert un tiroir et a sorti un dossier. Le premier disait, accord de donateur, confidentiel. Naomi a plissé les yeux, essayant de bien regarder à travers la fente du rideau. Dans le coin droit du contrat, la signature a attiré son attention. Sénateur Robert Gaines, un sénateur éminent et conseiller en éducation de Géorgie. Naomi a froncé les sourcils. Elle avait travaillé sur des projets de données fédéraux, et elle savait que Gaines n'avait jamais été impliqué dans un fonds scolaire. Fausse signature, a-t-elle chuchoté. Son cœur battait la chamade. Ce n'était pas seulement une question d'éthique scolaire. C'était un cas de fraude gouvernementale. Parker a plié les dossiers et les a soigneusement placés dans le coffre-fort. Puis lui et Cooper ont quitté la pièce, la porte se refermant doucement derrière eux. Naomi a attendu quelques minutes, s'assurant que le couloir était dégagé, puis est sortie de sa cachette. Elle s'est dirigée vers son bureau, ses yeux scannant les dossiers. Un relevé bancaire à moitié imprimé était toujours sur le bureau, marqué transfert de la fondation McCall. Naomi a ouvert le coffre-fort. Ses années d'expérience en sécurité lui ont permis de forcer la serrure en 30 secondes. À l'intérieur, une épaisse pile de papier, toutes des copies de l'accord de donateur. Elle les a tous pris en photo avec son téléphone, chaque photo accompagnée d'un horodatage et d'un numéro de fichier. Puis, alors qu'elle était sur le point de partir, elle a entendu des pas résonner dans le couloir. Naomi a rapidement éteint la lumière et s'est glissée vers la porte arrière, son cœur battant la chamade. La porte s'est ouverte, le faisceau de la lampe de poche balayant la pièce. Parker s'est retourné pour vérifier. Peut-être avait-il oublié ses clés. Naomi a retenu son souffle, se cachant contre le mur extérieur. Après quelques dizaines de secondes, il est parti. La porte s'est refermée. Elle a couru vers le parking et a démarré le moteur. À l'intérieur, Naomi a ouvert son téléphone et a regardé les photos qu'elle venait de prendre. La voix de Parker résonnait toujours dans sa tête.
Pas de scandales autorisés. Naomi a serré fermement le volant. Vous aurez des scandales, Parker, et du genre qui ne peuvent jamais être effacés. Quand elle est rentrée chez elle, il était presque minuit. Amara dormait. La seule lumière dans la maison provenait de l'écran de l'ordinateur portable de Naomi. Elle a ouvert son email et a tapé l'adresse « Maya Jordan, Atlanta Herald ». Le nom d'une célèbre journaliste d'investigation qui avait dénoncé la corruption dans l'éducation l'année précédente. L'objet ne contenait que 4 mots, vous devez voir ça. Elle a joint toutes les images, puis a appuyé sur envoyer. La lumière de l'écran se reflétait dans les yeux de Naomi, la lumière d'une mère qui avait franchi la ligne entre citoyenne et guerrière. La justice ne vient parfois pas des tribunaux, mais des mères qui refusent que leurs enfants soient effacés. Le lendemain matin, l'Atlanta Herald a reçu l'email, et en quelques heures, le nom de Maya Jordan apparaîtrait dans la vie d'Amara Lewis. Le lendemain matin, le ciel d'Atlanta était couvert d'une fine couche de nuages gris, comme si la ville elle-même retenait son souffle, attendant que quelque chose se produise. Dans le bâtiment à toit de verre du centre-ville, l'Atlanta Herald grouillait d'activité. Les claviers tapaient, les téléphones sonnaient, et les tasses de café étaient froides à côté d'épaisses piles de documents. Au centre de la pièce, Maya Jordan, la principale journaliste d'investigation du journal, était assise immobile devant un écran. Sur celui-ci se trouvait une série de documents envoyés d'une adresse anonyme, ainsi qu'un enregistrement de la conversation du proviseur Parker et de Madame Cooper. L'objet clignotait toujours de Naomi Lewis, vous devez voir ça. Maya a zoomé sur la signature de l'accord de donateur. Elle a plissé les yeux. La fausse signature du sénateur Gaines. Mon Dieu, c'est suffisant pour ébranler le système. Elle a ajusté ses lunettes et a ouvert son carnet. Brooke Delay, Ryan McCall, Fonds de dotation pour l'éducation. Chaque ligne apparaissait au stylo rouge. Chaque nom pouvait détruire une carrière. 2 heures plus tard, l'article intitulé L'ombre derrière le financement de Brooke Delay, dissimulation et violence scolaire est apparu en première page de l'Atlanta Herald. Maya a cité une partie de l'enregistrement, si la presse arrive, effacez le dossier d'Amara Lewis avant que quiconque ne le découvre. Y était jointe une photo du contrat d'accord de donateur avec la signature suspectée d'être fausse. En 30 minutes, l'article avait atteint plus de 800 000 vues. D'autres médias ont commencé à le citer, et Twitter a explosé avec le hashtag BrookeDelcoverup. À la maison, Naomi a regardé l'écran, les lèvres tremblantes. Elle ne s'était pas attendue à ce que les choses aillent si vite. Ils ne pourront plus le nier, a-t-elle chuchoté, serrant sa tasse de café. À l'école, la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Les élèves chuchotaient, les professeurs évitaient le regard d'Amara. Ryan n'est pas venu, et le proviseur Parker a verrouillé la porte de son bureau. Amara venait de sortir sur le terrain de l'école quand Kayla a couru, le visage pâle. Tu as vu les nouvelles? C'est partout dans le journal. Il y a même un enregistrement. Amara s'est raidie. Ma mère l'a envoyé. On dirait bien. Son nom a été mentionné, Naomi Lewis, l'experte nationale en sécurité des données. Avant qu'Amara ne puisse réagir, le téléphone dans sa poche a sonné, un numéro inconnu. Elle a décroché. La voix de sa mère était rapide et tendue. Amara, écoute. Ne parle à personne de l'article à partir de maintenant. Il pourrait mal réagir. Promets-moi. Maman, de quoi tu parles? Rentre vite. Je t'expliquerai. Pendant ce temps, à l'Atlanta Herald, Maya donnait des dizaines d'interviews quand les lumières de sa pièce se sont soudainement éteintes. Un message est apparu à l'écran, supprimez la publication dans 10 minutes. C'est un conseil. Maya a froncé les sourcils, regardant autour d'elle. Qui ferait ça? Le téléphone fixe a sonné. Une voix d'homme a retenti. Profonde, claire, sans émotion. Jordan, c'est de la Commission fédérale des communications. Votre publication contient des informations classifiées. Si vous ne la supprimez pas, vous serez poursuivi en vertu de la section 18 de la loi sur la confidentialité des données. Maya s'est figée. Données classifiées? J'ai seulement publié du matériel sur une école. Nous vous conseillons de vous conformer pour votre propre bien. L'appel s'est terminé. 3 minutes plus tard, la publication a brusquement disparu de la page d'accueil. Lorsque Maya a rafraîchi la page, le titre avait été remplacé par un bulletin météo absurde. Elle a juré, claquant sa main sur la table.
Ils ont même corrompu le réseau d'information. Elle a ouvert l'email et a répondu à Naomi. Publication supprimée. J'ai été menacée. Quelqu'un de plus puissant que nous est en train de couvrir ça. Naomi a lu la lettre, le cœur serré. Elle connaissait ce ton. Une source gouvernementale. Un pouvoir froid qui n'avait pas besoin de crier. Juste un coup de téléphone. Cet après-midi-là, alors qu'Amara quittait l'école, il a commencé à pleuvoir. Elle a remonté son manteau et a marché rapidement vers la porte. Le flux de personnes quittant l'école s'amenuisait. De l'autre côté de la rue, une voiture noire était garée silencieusement, ses vitres teintées. Elle a senti le regard de quelqu'un sur elle. C'était plus froid que le vent humide qui lui soufflait sur le visage. Elle s'est arrêtée, s'est retournée. La voiture était immobile, mais ses phares avaient clignoté une seconde, comme par exprès. Amara a marché plus vite, son cœur battant la chamade. Son téléphone a vibré dans sa poche, un SMS de Kayla, puis de sa mère, mais elle ne l'a pas ouvert. Tout ce qu'elle pouvait ressentir était un pressentiment. Quelqu'un la regardait. Quand la vérité rencontre le pouvoir, les plus forts sont les premiers à trembler. Cette nuit-là, Naomi a reçu un message texte anonyme, « Si vous n'arrêtez pas, votre fille sera la prochaine ». Il pleuvait sans discontinuer à Atlanta depuis l'après-midi. Les réverbères brillaient à travers la fine pluie, scintillant comme des milliers de petits couteaux tranchant le sol. Le parking derrière Brookdale était désert. Le son de l'eau qui s'écoulait du drain du toit résonnait, se mêlant au tonnerre lointain. Dans cet espace, Amara Lewis marchait rapidement, son sac à dos couvrant sa tête, ses chaussures trempées. Elle venait de terminer sa séance de tutorat, une récompense réticente pour les élèves sous surveillance spéciale, comme l'appelait Parker. Elle voulait juste rentrer chez elle, loin de tous les regards indiscrets, des chuchotements et de la voiture noire qui était garée près du portail de l'école depuis 3 jours. Alors qu'elle tournait dans la dernière rangée de voitures, un léger bruit retentit derrière elle. Amara s'arrêta, son cœur battant vite, le son de chaussures. Un homme en manteau noir, encapuchonné, marchait lentement après elle. La distance entre eux n'était que d'environ 10 mètres. « Excusez-moi, qui cherchez-vous » a demandé Amara, essayant de garder sa voix calme. L'homme n'a pas répondu. Il s'est arrêté une seconde, puis a continué à marcher. Les réverbères se reflétaient sur son visage, en partie caché dans l'obscurité, juste assez pour voir une longue cicatrice sur son menton. Amara a reculé, a sorti son téléphone, mais le signal était faible. L'écran affichait « Pas de service ». La pluie tombait plus fort. L'eau lui éclaboussait le visage. Froide. « Qui êtes-vous » a-t-elle demandé à nouveau, sa voix dure. L'homme est resté silencieux, puis a dit doucement, « Tu devrais apprendre à te taire, Amara. Les gens qui font trop de bruit ne durent pas longtemps. » Elle a sursauté, s'est retournée et a couru. Ses pas résonnaient derrière elle, réguliers, sans hâte, mais sûrs. Elle a tourné à travers la rangée de voitures, ses mains tremblantes alors qu'elle cherchait ses clés. Ses phares clignotaient, et c'est à ce moment-là que les lumières bleues et rouges d'une voiture de police sont apparues au loin. Amara a soupiré de soulagement, agitant la main, « Aidez-moi. Quelqu'un me suit. » 2 policiers sont sortis de la voiture, leur lampe de poche brillant directement sur son visage. « Que se passe-t-il » a demandé l'un, l'air las. « Quelqu'un me suit. » Il est allé par là, a-t-elle indiqué. Mais l'homme était parti. Seule la voiture noire était restée garée au loin, ses phares tamisés toujours allumés. Les policiers se sont jetés un coup d'œil, puis ont regardé Amara de haut en bas. « Vous êtes Amara Lewis, n'est-ce pas » Elle a hoché la tête, reculant légèrement. « Comment connaissez-vous mon nom ?»« Vous êtes celle de Brookdale. On parle beaucoup de vous dans la presse. » L'un des policiers a retroussé les lèvres, ses yeux pleins de sens. « Vous devriez rentrer chez vous. Ne causez plus de problèmes à l'école. » Amara était stupéfaite. « De quoi parlez-vous » ? Je suis menacée. Personne ne vous menace, ma fille. C'est juste vous, la pluie et votre imagination débordante, a dit l'autre, sa voix teintée de moquerie. Mais cette voiture, une voiture gouvernementale ? Vous voulez aussi poursuivre l'État ? A-t-il interrompu. Amara a reculé, la gorge serrée. Les 2 policiers se sont détournés et sont montés dans leur voiture, la laissant seule sous la pluie. Les lumières rouges et vertes se sont éteintes, ne laissant que le son du vent et de son cœur battant.
Elle a marché en titubant vers la voiture noire. La plaque d'immatriculation se reflétait dans la lumière, GALG 924, la plaque d'immatriculation officielle du bureau du Sénat de l'État de Géorgie. Amara est restée immobile. L'air semblait se figer autour d'elle, alors il pouvait vraiment tout faire. Elle s'est retournée et a couru vers le portail de l'école, l'eau éclaboussant à chaque pas. Dans sa tête, tous les sons se sont mêlés en un seul. Maman. Cette nuit-là, quand Amara est revenue trempée, Naomi était assise à son bureau d'ordinateur. À l'écran se trouvait une série de messages d'avertissement, accès non autorisé au système de surveillance de Brookdale. Maman, a halté Amara. Quelqu'un me suit. Voiture sous licence gouvernementale. Naomi s'est levée. Tu es sûr? Amara a hoché la tête. 2 policiers sont venus, mais ils m'ont dit d'imaginer. Naomi a réfléchi. Elle s'attendait à une réaction, mais pas si tôt. Nous ne pouvons pas attendre, a-t-elle dit, sa voix ferme. Qu'est-ce que tu vas faire? Tout révéler. Données, contrats, enregistrements, tout. Ils veulent menacer. Laissons le monde voir qui ils sont. Naomi a tiré une chaise et s'est assise devant l'ordinateur, ses mains tapant fermement les commandes. Les fichiers ont commencé à être chiffrés et téléchargés sur le réseau. Chaque ligne d'information était une balle visant directement le mur de pouvoir qui protégeait Brookdale. Amara se tenait derrière, regardant l'écran clignoter, se sentant à la fois effrayée et soulagée. Elle savait qu'à partir de ce moment, leur combat n'était plus contre une école. C'était contre tout un système. Quand la justice est étouffée, il n'y a parfois que 2 options, rester silencieux ou exploser. Et quand le soleil s'est levé le lendemain matin, des millions de personnes connaîtraient le nom de Brookdale, non pas comme une école prestigieuse, mais comme un symbole de vérité trahie. Le lendemain matin, le ciel d'Atlanta a été déchiré par une tempête d'informations. Les chaînes d'information ont diffusé le même titre, un lanceur d'alerte révèle le scandale de Brookdale, financement, dissimulation et corruption étatique. Le siège de l'Atlanta Herald était bondé de journalistes. Ils se sont pressés dans la salle de presse du 7e étage. Des caméras braquées sur le podium central où Naomi Lewis était assise au milieu des flashs. À côté d'elle se trouvait la journaliste Maya Jordan, maintenant considérée comme la voix principale du scandale. Au premier rang, Amara était assise tranquillement, les mains jointes, les yeux baissés, non pas effrayée, mais avec une immobilité préparée. Le bruit s'est éteint lorsque Maya a pris la parole. Aujourd'hui, nous allons présenter des preuves qui prouvent que l'incident de Brookdale n'était pas seulement un acte de violence scolaire, mais un réseau de corruption systémique entre écoles, entreprises et politiciens. Naomi a ouvert son ordinateur portable et l'a projeté sur le grand écran derrière elle. La vidéo originale est apparue, Ryan donnant un coup de pied à Amara en classe, intact, non édité, avec une synchronisation et un son clair. Le fracas écœurant a résonné dans la pièce silencieuse. Puis Naomi a cliqué sur la diapositive suivante. Un contrat de parrainage avec une fausse signature du sénateur Robert Gaines avec des données de traçage prouvant que Parker avait accédé et modifié le fichier dans la nuit du 12 mars. Ceci, a-t-elle dit, sa voix calme, est la preuve que l'école a illégalement accepté des fonds de la fondation McCall en échange d'une protection pour son fils, Ryan McCall. Des dizaines de mains se sont levées, affluant comme une tempête. Lewis, le sénateur Gaines était-il directement impliqué? Et où est Monsieur Parker, le proviseur de Brookdale? Naomi a répondu simplement, nous n'accusons personne. Nous publions juste la vérité. Mais si la vérité brise quelqu'un, c'est leur choix. Des applaudissements ont retenti, mêlés au cliquetis constant des caméras. On aurait dit qu'un mur s'était fissuré, et tout le monde pouvait entendre le son d'un effondrement imminent. Maya a pris le microphone et a continué, ce n'est pas seulement un incident isolé. Nous avons trouvé au moins 6 autres écoles dans l'État de Géorgie qui présentent des signes similaires de financement de la fondation McCall. Certaines d'entre elles impliquent des fonds d'éducation manquants. De l'arrière de la pièce, un journaliste de CNN a crié, « Est-ce la plus grande affaire de pot de vin du système éducatif de l'histoire de l'État ?» Maya a répondu, « Cette question est meilleure pour le FBI. » Juste au moment où la conférence de presse atteignait son paroxysme, un petit son aigu a retenti sur le grand écran, un nouveau fichier est apparu automatiquement dans le dossier de présentation intitulé Vérité, dernier enregistrement MP4. La pièce s'est figée. « Qu'est-ce que c'est ?» a demandé Maya. Naomi a froncé les sourcils. « Je n'ai pas ajouté ce fichier.
La vidéo se lance automatiquement. L'écran devient noir pendant quelques secondes. Puis une voix familière retentit. Proviseur Parker. Monsieur McCall, j'ai tout fait correctement, mais la presse commence à le sentir. La voix de McCall répond brusquement, occupez-vous de vos affaires. J'ai payé le conseil de l'éducation. Ils ne nous toucheront pas. Mais votre fils? Cette vidéo, supprimez-la. Je me fiche de comment. Pas de vidéo. Pas de crime. Le son résonne dans la pièce. Les journalistes bondissent. Les caméras balaient frénétiquement. Maya regarde Naomi, toutes deux stupéfaites. Quelqu'un dans la rangée chuchote, hacker. Quelqu'un vient de pirater le système pour publier plus de preuves. Naomi ouvre son ordinateur portable, vérifie la connexion. Une ligne apparaît au milieu de l'écran, vous avez commencé. Nous allons finir. Trousse 01. La pièce explose. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Les agences de presse internationales se sont jointes à la danse. CNN, NBC, Reuters, tout ont mentionné 3 noms, Brooke Delay, Fondation McCall et Sénateur Gaines. 2 heures plus tard, les réseaux sociaux étaient inondés de hashtags MC Colgate, Trousse 01, Justice pour Amara. Sous une pression énorme, le Conseil d'éducation de l'État a publié une déclaration suspendant temporairement le proviseur Parker et ouvrant une enquête officielle. Ryan McCall, au centre de toute l'indignation, a été suspendu indéfiniment et placé dans un programme de protection temporaire pour éviter les conflits publics. Mais quand Amara est rentrée chez elle, elle a vu que sa mère ne souriait pas. Naomi savait très bien qu'il n'abandonnerait pas si facilement. Sur l'écran de télévision, le présentateur venait de dire, les représentants du groupe McCall nient toutes les allégations et annoncent qu'ils poursuivront en justice pour diffamation. Amara a serré la main de sa mère. Alors il riposte. Naomi a hoché la tête, ses yeux brillant froidement. Oui. Et cette fois, ils ne veulent pas seulement nous faire taire. Ils veulent nous détruire. Quand la justice commence à se répandre, ceux qui sont au pouvoir feront tout ce qu'ils peuvent pour l'étouffer. Même avec leur propre désespoir. Cette nuit-là, dans le somptueux manoir de McCall, les lumières étaient allumées. Monsieur McCall a convoqué ses avocats et a déclaré, s'ils veulent se battre, je leur montrerai ce qu'est un combat. Le ciel d'Atlanta ce jour-là n'était pas aussi bleu que d'habitude, mais d'un gris cendré lourd, la couleur d'une tempête qui n'était pas encore arrivée, mais avait déjà suffoqué tout le monde. Au 34e étage de l'immeuble de verre du groupe McCall, une réunion d'urgence a eu lieu entre des personnes qui détenaient le pouvoir et la peur. La salle de conférence était fermée. Les portes vitrées étaient épaisses. Les rideaux étaient tirés. Au bout de la table, Monsieur Victor McCall, un homme habitué à contrôler toute la ville derrière un bureau en bois sombre, était assis les bras croisés. La lumière se reflétait sur son visage, dur comme du marbre. À côté de lui se trouvait l'avocat grave, un homme petit et trapu aux yeux froids comme des lames, et le proviseur Parker, qui n'avait plus la confiance qu'il affichait habituellement. Le monde entier se moque de moi, a commencé McCall, sa voix basse mais pleine de feu. Un article minable, une vidéo minable, et tout l'État pense que j'ai soudoyé le Conseil de l'éducation. Allez-vous laisser la réputation de la famille McCall être ruinée à cause d'une écolière? Parker a dégluti, essayant de garder sa voix calme. J'ai suivi les instructions, monsieur. Je ne m'attendais pas à ce que Naomi Lewis puisse pirater le système. McCall a claqué sa main sur la table. Je n'ai pas besoin de vos explications. J'ai besoin que vous régliez ça. Il s'est tourné vers Grave. Combien de temps avant que nous ne poursuivions en retour? Grave a ouvert le dossier, sa voix calme. La plainte a été déposée ce matin. Nous accusons Naomi Lewis et sa fille de diffamation, d'intrusion de données et de diffusion d'informations classifiées. J'ai également demandé au tribunal d'ordonner le gel de tous leurs appareils et comptes réseau. Dans 48 heures, la presse devra retirer tout contenu. McCall a ricané. Bien. Je leur ferai regretter d'avoir jamais touché à mon nom. Parker s'est inquiété. Qu'en est-il des étudiants, monsieur? Brooke Delay est dans le chaos. Les parents viennent demander des réponses. Le conseil d'éducation veut suspendre l'école. Fermez-la, a interrompu McCall. Plus il y aura de remue-ménage, plus ils auront peur. Quand l'opinion publique sera fatiguée, nous la rouvrirons, la qualifierons d'école de réforme. D'ici là, tout le monde aura oublié pourquoi.
Parker a hoché la tête, la sueur perlait sur son front. Grave a ajouté, nous avons également déposé une requête pour la détention de Naomi Lewis pour violation de la loi sur la cybersécurité. Si elle est arrêtée, toutes les preuves seront invalidées. McCall s'est penché en arrière dans sa chaise, souriant froidement. Bien. Parfois, il est plus facile de tuer quelqu'un qui dit la vérité que de nier ce qu'il dit. Cet après-midi-là, la nouvelle s'est répandue dans tout l'État. Le groupe McCall riposte, intentant une action en justice contre Lewis et sa mère pour diffamation et diffusion de données confidentielles. Brookdale est temporairement fermé. Les élèves sont temporairement transférés dans une école locale. Les réseaux sociaux étaient divisés. Un côté soutenait Naomi, la voyant comme une héroïne qui osait dénoncer le pouvoir. L'autre côté l'appelait une terroriste des données, une mère extrémiste qui détruisait la réputation de l'école. Justice pour Amara et bataille fausse nouvelle étaient les 3 sujets les plus en vogue aux États-Unis. Au même moment, dans son petit appartement, Naomi était assise silencieusement devant la télévision, son visage ne montrant plus de peur, mais plutôt un calme terrifiant. Ils jouent salement et ils croient que la loi les protégera, a-t-elle dit à Maya Jordan qui venait d'arriver. Mais il y a de bonnes nouvelles. Maya a ouvert son ordinateur portable. Quelqu'un à l'Atlanta Herald vient de m'envoyer des informations. Naomi a levé les yeux. Quel genre d'informations? Maya a tourné l'écran. Sur celui-ci se trouvait une adresse email anonyme, trousse01@protonmail.com. Ne les laissez pas vous faire peur. McCall fait l'objet d'une enquête fédérale depuis 3 mois pour blanchiment d'argent et corruption politique. Ils ne l'ont pas encore rendu public par manque de preuves. Vous leur avez donné une raison d'agir. Naomi a fixé le texte. Enquête fédérale, a-t-elle murmuré. Si c'est vrai, nous pouvons inverser la situation. Maya l'a confirmé avec une source au département de la justice. Cette affaire est classée, mais quand les médias deviendront assez forts, ils la rendront publique. Ce soir-là, au bureau du FBI à Atlanta, un groupe d'enquêteurs s'est réuni à huis clos, une série de documents est apparue sur le tableau de diapositives, Fondation McCall, Brookdale, sénateur Gaines et Naomi Lewis. L'un a dit, la citoyenne Lewis a fourni des preuves auxquelles nous n'avons pas eu accès officiellement. Maintenant, nous avons une base légale pour ouvrir une enquête. Un autre a hoché la tête. Alors nous émettrons un mandat de perquisition la semaine prochaine. Pendant ce temps, au 34e étage de l'immeuble du groupe McCall, Monsieur McCall levait un verre de vin rouge, regardant le paysage nocturne d'Atlanta. Sous les lumières de la ville, il a chuchoté à Grave, « J'ai gagné. Aucun système n'ose me toucher. » Grave n'a pas répondu, a seulement hoché la tête. Mais dans le coin du bureau, un petit voyant sur le téléphone de McCall venait de s'allumer, un appel bloqué. L'appelant affichait, appelant inconnu. McCall l'a regardé, a appuyé sur supprimer, ignorant que l'appel provenait du siège du FBI, division de la corruption publique. Il pensait avoir fait taire la justice. Mais parfois, l'arrogance est la première preuve de culpabilité. Une semaine plus tard, alors que McCall se préparait pour sa conférence de presse de blanchiment d'images, la porte de son bureau a été soudainement claquée et des agents avec des badges du FBI sont entrés. Lundi matin, Atlanta était inhabituellement froide, le vent soufflant à travers Brookdale comme pour balayer les péchés persistants. Les élèves avaient reçu l'ordre de rester chez eux. Le campus était silencieux, à l'exception des pas lourds de personnes portant des vestes noires avec des logos du FBI au dos. Au loin, une rangée de voitures noires bloquait l'entrée, leurs lumières clignotantes rouges et bleues se reflétant sur le panneau Brookdale, où l'excellence commence. Juste en dessous du slogan, un agent a accroché un nouveau panneau, zone scellée sous enquête. À l'intérieur, l'agent Samuel Grant, chef de l'équipe d'enquête fédérale sur la corruption, marchait lentement dans le couloir. Ses yeux étaient froids, et chaque pas résonnait sur le carrelage, faisant retenir son souffle à tout le bâtiment. Il a chuchoté dans le talkie-walkie, bureau du proviseur, priorité 1, bureau des finances, priorité 2. Tous les serveurs doivent être scellés immédiatement. Au bout du couloir, le proviseur Parker était détenu pour interrogatoire. Sa chemise était trempée de sueur, sa cravate de travers. Il a essayé de garder son calme, mais ses yeux papillonnaient. « Vous faites fausse route ?» a-t-il dit, sa voix tremblante. « J'ai déposé une plainte devant le tribunal d'État. Vous n'avez aucun droit. » Grant l'a interrompu, sa voix d'acier, « Nos droits viennent des preuves que Madame Lewis a fournies et du mandat de perquisition fédérale. Monsieur Parker,
vous pouvez choisir de coopérer ou d'être menotté ici même. Parker est resté silencieux. Un autre agent s'est approché, plaçant une enveloppe scellée sur son bureau. Votre ordinateur portable, votre téléphone, vos dossiers de subvention, tout sera saisi. Amara et Naomi regardaient depuis la fenêtre de la salle de classe du 2e étage. Pour la première fois depuis des semaines, leurs yeux étaient sans peur. Ils sont vraiment venus, a chuchoté Amara. Naomi a serré l'épaule de sa fille. Tu vois, parfois la justice arrive en retard, mais elle trouve toujours son chemin. Dans le bureau de Parker, l'air était épais. 3 écrans d'ordinateur étaient en train d'être copiés, des fichiers financiers affichant des noms de fonds et des numéros de compte offshore. L'un des agents a dit doucement, « Mon Dieu, ces chiffres dépassent largement le budget de l'école. » Grant a hoché la tête. Nous avons retracé l'argent de la fondation McCall vers d'autres écoles. Il n'est pas seulement un co-conspirateur. Il est le lien central. Parker s'est effondré sur sa chaise, la tête baissée. Je ne faisais que suivre les ordres, a-t-il dit d'une voix rauque. Les ordres de qui? A demandé Grant. Ceux de Monsieur McCall. Je ne peux pas m'opposer à lui. Grant l'a regardé, sa voix froide, vous venez de le faire. Dans le couloir, Ryan se tenait entre les 2 agents, le visage pâle. Son uniforme scolaire paraissait déplacé parmi les adultes portant des badges. Il gardait la tête baissée, les mains dans les poches, essayant d'éviter le regard d'Amara alors qu'elle passait. Elle s'est arrêtée, le regardant droit dans les yeux. Plus de colère, juste un regard froid et silencieux, comme si elle n'avait finalement plus besoin de rien dire. Grant s'est avancé, sa voix sévère, Ryan McCall, vous êtes appelé comme témoin. Si vous coopérez, nous pouvons vous aider à réduire votre responsabilité pénale. Ryan a balbutié, témoin. Je ne suis qu'un étudiant. Je ne sais rien sur l'argent. Grant a interrompu, mais vous connaissez la vidéo, et vous savez qu'il a réellement publié en premier, n'est-ce pas? Ryan a fait une pause, ses yeux s'égarant. Je ne. Grant a jeté une pile de photos imprimées du système de vidéosurveillance de l'école sur la table. Des photos de Ryan et de son père entrant dans le bureau du proviseur à minuit. Le jour même où la vidéo est devenue virale. Vous voulez essayer à nouveau? A dit Grant, sa voix nette. Ryan a regardé les photos, ses lèvres tremblantes. Finalement, il a laissé échapper un soupir. Je n'ai pas publié la vidéo, mais je sais qui l'a fait. La pièce est devenue silencieuse. Tous les regards se sont tournés vers lui. Qui? A demandé Grant. Ryan a baissé les yeux sur le sol. Une enseignante? Celle que tout le monde pensait être de mon côté. Mais en fait, c'est elle qui l'a enregistrée. A mis la vidéo en ligne et l'a envoyée non pas pour aider Amara, mais pour se protéger. Grant a froncé les sourcils. Son nom? Ryan a levé les yeux, sa voix tremblante, mais claire, Madame Cooper. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Pendant que l'agent Grant continuait de prendre sa déposition, Madame Cooper, la professeure d'histoire, a été emmenée hors de la salle des professeurs, hébétée. Des élèves se tenaient dehors, filmant, discutant bruyamment. Pourquoi a-t-elle été arrêtée? A demandé un élève. Un agent a répondu simplement, parce qu'elle en savait trop. Amara est restée immobile, observant la scène. Elle s'est souvenue du premier jour où c'était Madame Cooper qui avait ignoré Ryan quand il l'avait frappé. Et pourtant, maintenant, c'était elle qui avait tout déclenché. Naomi s'est avancée, parlant doucement, tu vois, la vérité ne choisit pas toujours un camp. Elle choisit juste son moment pour se révéler. Amara a hoché la tête. Mais il n'y avait aucune joie dans son cœur. Elle a compris que ce qui s'était passé aujourd'hui n'était que le début d'une bataille juridique plus vaste. Et personne ne savait combien de pluies il perdrait avant d'obtenir une vraie justice. Grant est sorti de la pièce, ses yeux s'attardant sur la mère et la fille. Merci, a-t-il dit sèchement. Sans les informations que vous avez fournies, cette affaire aurait été enterrée. Mais je dois me préparer pour la phase 2, l'enquête fédérale, a demandé Naomi. Qu'en est-il de Ryan? Grant a jeté un coup d'œil au jeune homme interrogé par un autre agent. Il témoignera. C'est le seul moyen de survivre au jeu que votre père a créé. Dehors, le tonnerre a grondé, suivi d'une forte pluie. Amara a levé les yeux vers le ciel gris foncé,
de froides gouttes de pluie tombant sur son visage. Dans la cour, des agents transportaient des boîtes de documents vers la voiture. À ce moment-là, elle a compris pour la première fois que celui qui riait tremblait au son des bottes de la justice. Pour la première fois, le rire des puissants a été englouti par les pas de la justice. Lent, lourd, mais imparable. Dans une salle d'interrogatoire fédérale, Ryan commence à révéler des choses que personne n'a jamais su sur la personne derrière tout cela et le véritable sombre secret de Brooke Delay. Fin d'après-midi, une pluie légère tombait sur une rangée de vieux appartements dans la banlieue sud d'Atlanta. Le quartier avait autrefois été le complexe de logement des professeurs de Brookdale, mais depuis que le scandale avait éclaté, il était devenu plus comme une épave. Les réverbères vacillaient, les fenêtres sombres. Le crissement humide des camions qui passaient. Maya Jordan est sortie de la voiture. Son manteau relevé, flanqué de Naomi Lewis et de 2 agents du FBI devant elle. L'appartement de Madame Cooper, numéro 6B, était visible, sa porte verrouillée, mais une fine fente de lumière brillait de l'intérieur. L'agent Samuel Grant a levé la main, et les 3 se sont déployés tactiquement. Pas de signal de téléphone, pas de caméra. Elle sait que nous venons, a-t-il chuchoté. Maya a chuchoté, êtes-vous sûr qu'elle est toujours là? Grant n'a pas répondu. Il a juste hoché la tête à l'agent à côté de lui. Ils ont brisé la serrure, la porte s'est ouverte en grand, et l'odeur de moisi et de vieille poussière s'est précipitée immédiatement. L'appartement était en désordre. Des papiers éparpillés partout, l'ordinateur portable ouvert, mais l'écran éteint. Naomi est entrée prudemment. Oh mon Dieu, a-t-elle chuchoté. Des dizaines de photos des caméras de sécurité de l'école étaient sur les murs. Des élèves punis, leurs chemises tirées, humiliés en classe. Tous avec Ryan McCall ou son gang présent. Au milieu de la table se trouvait une note manuscrite. On m'a dit de me taire, mais je ne peux plus. Grant a balayé la pièce avec sa lampe de poche. Où est-elle? Un agent a répondu, aucun signe de résidence récente. Les voisins ont dit qu'elle était partie il y a 2 jours. Avec une petite valise. Elle s'est enfuie, a conclu Grant. Mais pas de son crime. Maya a baissé les yeux sur la table. Une clé USB noire était à moitié branchée dans la prise. Elle l'a retirée et l'a tendue à Naomi. C'est probablement pour ça qu'elle s'est enfuie. Naomi a branché la clé USB dans l'ordinateur portable du FBI. L'écran s'est allumé, révélant un seul dossier intitulé Projet de manipulation des élèves. Grant a froncé les sourcils. Qu'est-ce que c'est que ça? Ils ont ouvert le dossier. Une série de fichiers vidéo, de rapports et de feuilles de calcul est apparue. Un clip vidéo s'est ouvert. Une image de Parker et Monsieur McCall dans un bureau parlant de choisir des élèves de familles pauvres, parrainant des bourses en échange de loyauté lors d'événements médiatiques. Puis un autre clip enregistrant des professeurs forcés de changer les notes, d'effacer les dossiers disciplinaires des élèves dont les parents étaient des parrains. Enfin, un fichier audio intitulé Réunion du Conseil confidentiel. La voix de Parker a tremblé. Si on me demande pourquoi seuls les élèves riches sont sélectionnés pour le programme d'honneur, je dirais que c'est une classification basée sur le mérite. Ne vous inquiétez pas, McCall s'est occupé des primes du conseil. Personne dans la pièce n'a rien dit, seulement le son de la pluie battant sur le toit en tôle. Naomi a chuchoté, ce n'est pas une traîtresse. C'est elle qui, dans l'ombre, essayait de faire éclater la vérité quand personne d'autre n'écoutait. Maya a regardé autour d'elle, pensive. Peut-être qu'elle a posté la vidéo en premier parce qu'elle n'avait pas d'autre choix. Grant a hoché la tête, et c'est ce qui en a fait une cible. Il s'est tourné vers l'agent à côté de lui. Suivez les mouvements de Madame Cooper. Si elle est toujours dans le gang. Je veux le savoir dans 1 heure. L'agent est parti. Naomi s'est assise sur sa chaise, fixant l'écran de son ordinateur portable. Tout un système. Utiliser des enfants pauvres pour faire bien paraître les riches. Tu vois, Maya, c'est pour ça qu'ils se taisent. Parce que cette vérité ne détruit pas seulement une école, elle détruit toute la fondation. Maya a hoché la tête, un frisson lui parcourant l'échine. Elle savait que s'il se taisait, il serait en sécurité. Mais s'il rendait cela public, il pourrait détruire beaucoup de gens, y compris eux-mêmes. Naomi s'est tournée vers elle, les yeux flamboyants. Si tu dois écrire, n'écris pas seulement sur moi ou Amara. Écris sur les enfants ici. Ceux qui ont été utilisés par ce système,
il les a transformés en outils. Maya a serré la clé USB dans sa main. Elle s'est souvenue de la menace de l'homme lors de l'appel téléphonique la semaine dernière. Retirez-le dans 10 minutes. C'est un conseil. Mais maintenant, elle a compris que le silence était une complicité. Le lendemain matin, au bureau de l'Atlanta Herald, Maya est entrée dans le chaos. Rédacteurs, journalistes, techniciens, tout le monde parlait. L'un d'eux a couru. « Maya, êtes-vous sûre ? Si nous publions tout, nous allons devoir nous confronter au groupe MCL et au Conseil d'État. » Elle a répondu sans hésitation, « Nous ne publions pas seulement un article. Nous publions le dossier entier, la vidéo, les fichiers audio, tout. S'ils veulent se battre, nous nous battons avec la vérité. » Naomi se tenait à côté d'elle, sa main sur son épaule. Parfois, la justice exige une audace. Maya a ri. Et parfois, il suffit d'un clic. Elle a allumé son ordinateur et s'est connectée au système. En quelques minutes, une série de fichiers de données ont été téléchargés sur le serveur national de nouvelles, se propageant à des dizaines d'autres salles de rédaction. Les mots sont apparus à l'écran, les dossiers Brookdale, la corruption cachée de nos écoles. Ce soir-là, dans un petit café près du centre-ville d'Atlanta, Naomi et Maya étaient assis silencieusement, regardant la télévision accrochée au mur. Un bulletin d'information urgent est venu de CNN. Des documents secrets sur un réseau de manipulation d'étudiants pauvres exposés. De nombreuses écoles à travers le pays sont sous enquête. Maya a pris une profonde inspiration, a levé les yeux vers Naomi. Où pensez-vous que Cooper est ? Naomi a siroté son café, ses yeux lointains. Peut-être qu'elle se cache. Ou elle est sur le point de déchaîner quelque chose d'encore plus terrible. Dehors, la pluie tombait toujours, mais les lumières de la ville n'étaient plus aussi ternes qu'avant. Elles s'éclairaient par intermittence, comme si la vérité avait enfin trouvé son chemin à travers l'obscurité. Certaines personnes disparaissent pour que la vérité puisse être vue. Et parfois, ce sont les gens dans l'ombre qui allument la première lumière. Alors que les dossiers de Brookdale se sont répandus dans tout le pays, une enquête nationale a été lancée et le premier nom sur la liste n'était autre que le sénateur Robert Gaines, Washington DC. Milieu de semaine, le matin, le vent froid du début janvier portait le son des klaxons de voitures et le son des hélicoptères de télévision survolant la place devant le siège du département américain de l'éducation. Des centaines de journalistes se sont rassemblés, caméras, microphones et lumières clignotantes constamment. Une bannière rouge accrochée à l'entrée indiquait clairement « Conférence de presse ». Enquête fédérale sur la corruption scolaire et la manipulation des fonds. Au milieu de la foule, Maya Jordan se tenait à côté de Naomi Lewis et Amara. Tous trois en tenue de cérémonie, leurs visages encore marqués par des nuits blanches. Alors que le présentateur de CNN montait sur la scène temporaire installée dans le hall, le son de centaines de caméras s'est allumé en même temps. Le moment où la vérité a été poussée à la lumière ne pouvait plus être inversé. Flash info. L'enquête sur les dossiers Brookdale est devenue nationale. La voix de la journaliste radio a retenti dans le micro. Le gouvernement a confirmé qu'il a ouvert une enquête fédérale sur 12 lycées dans 6 États différents, tous présentant des traces de financement caché de la fondation McCall. Maya a baissé les yeux sur la note dans sa main, son cœur tremblant encore légèrement. Elle n'était plus une journaliste locale. Aujourd'hui, toute l'Amérique la regardait. Elle a pris une profonde inspiration et s'est avancée vers le podium. D'un coup de pied dans une salle de classe de Brookdale, nous avons touché un système de pouvoir qui s'étend à travers le pays. Un réseau de bourses construit sur l'injustice où les étudiants pauvres sont utilisés comme des outils et les enseignants sont menacés s'ils osent parler. Ce n'est plus un crime scolaire. C'est un crime d'éducation. Des applaudissements mêlés de cris excités du dernier rang. Les gros titres des grands journaux disaient « De Brookdale à la nation ». Comment une étudiante a déclenché une tempête fédérale. L'Empire McCall fait face à l'effondrement au milieu de l'enquête sur la corruption éducative. Naomi se tenait en dessous, ses yeux pétillants, mais retenus. Elle savait que ce qu'ils avaient accompli n'était pas une victoire, mais le début d'une longue purge. Quelques heures plus tard, dans la salle de conférence du département de l'éducation, un homme aux cheveux gris s'est levé pour parler. William Hart, le sous-secrétaire en charge des bourses fédérales, a dit à la caméra, le département de l'éducation, en coordination avec le FBI et le département de la justice, confirme officiellement, nous avons découvert plus de 30 millions de dollars transférés illégalement via la fondation McCall liée à la manipulation des bourses,
à la dissimulation de la violence scolaire et à la corruption des conseils scolaires. C'est une trahison des valeurs éducatives sur lesquelles ce pays a été fondé. Naomi a levé les yeux vers le grand écran derrière Monsieur Hart, qui montrait des images des dossiers Brookdale, chaque vidéo, chaque enregistrement, chaque tableau financier qu'elle et Maya avaient risqué leur vie pour publier. La pièce était silencieuse, à l'exception du léger clic d'un appareil photo. À Atlanta, Victor McCall regardait les nouvelles dans son bureau. L'écran montrait la maison qu'il avait fièrement donnée, maintenant scellée avec du ruban adhésif du FBI. Son visage était violet et le verre de vin dans sa main est tombé au sol et s'est brisé. À la télévision, l'animateur a lu « La famille McCall a été accusée de financement illégal, de blanchiment d'argent et de manipulation de bourse nationale. Le FBI a gelé tous les actifs liés à la fondation McCall. Le proviseur Parker et Madame Cooper sont répertoriés comme témoins clés. » Grave, l'avocat de McCall, se tenait silencieusement à côté de lui, sa voix basse, « Nous aurions pu négocier, mais les médias, ils ont tout brûlé. » McCall a serré les poings. « Non, je ne les laisserai pas me détruire avec une fille et une journaliste, mais il ne l'a pas réalisé. » Son empire s'est effondré au moment où il a choisi de cacher la vérité. À Washington, Maya et Naomi ont été invitées à l'émission du soir en direct de NBC. Mademoiselle Lewis, a demandé l'animateur. Avez-vous déjà pensé qu'une vidéo scolaire pourrait bouleverser tout le système éducatif national? Naomi a souri légèrement, sa voix basse. Je ne pense pas qu'un coup de pied puisse changer l'Amérique, mais je crois qu'un silence brisé le peut. Le public du studio a applaudi. Amara était assise en coulisses, regardant tranquillement. Le projecteur se reflétait sur son visage, l'enfant qui avait été jeté à terre au milieu de la classe, maintenant un symbole des élèves harcelés. Mais dans le cœur d'Amara, il y avait encore quelque chose d'inachevé. Sous la lumière de la lampe, elle a chuchoté, « Maman, la justice est venue au système. Mais qu'en est-il de moi? Je dois encore leur faire face, n'est-ce pas ?» Naomi s'est retournée, hochant légèrement la tête. Oui, la justice sociale est une chose, mais la justice personnelle, je dois la gagner moi-même. Ce soir-là, les nouvelles étaient remplies de nouveaux titres. La famille McCall sous accusation fédérale. 12 écoles à travers le pays sous enquête. L'étudiante qui a changé la vision de la justice en Amérique. De la Géorgie à la Californie, des dizaines d'étudiants ont organisé des manifestations pacifiques, brandissant des pancartes qui disaient « Justice pour Amara. Justice pour chaque étudiant. L'éducation doit guérir, pas blesser. » Amara se tenait dans la foule, observant silencieusement la mère de chance. Elle a senti quelque chose de plus grand qu'elle, une vague qui ne pouvait être inversée. Maya s'est tenue à côté d'elle et a dit doucement, d'un coup de pied en classe, un empire s'est effondré. Mais Amara, ce qu'ils craignent, ce n'est pas le coup de pied, c'est que tu te lèves. Cela a fait sourire légèrement Amara, mais le sourire s'est estompé quand elle a reçu une notification sur son téléphone, convocation Amara Lewis contre groupe McCall, procès pour diffamation. Le vent de Washington s'est levé, fouettant des ailes de léopard à ses pieds. La nuit tombait et Amara savait que le prochain chapitre de cette guerre ne serait pas sur les réseaux sociaux, mais dans le lieu le plus impitoyable, le tribunal. D'un coup de pied en classe, un empire s'est effondré. Mais parfois, la justice ne se termine pas quand le méchant tombe. Elle commence quand la victime entre au tribunal avec son propre nom. Une semaine plus tard, au tribunal fédéral d'Atlanta, Amara se prépare à affronter son premier procès public où elle devra se défendre non seulement pour elle-même, mais pour tous ceux qui ont été réduits au silence. Le palais de justice de l'État de Géorgie était bondé ce matin-là. Les lumières de dizaines de caméras de télévision balayaient la salle d'audience, se reflétant sur le drapeau américain derrière le podium du juge. Dehors, des centaines de personnes se sont rassemblées devant les grilles, brandissant des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Justice pour Amara ». La vérité ne meurt jamais. Le pays entier retenait son souffle. McCall contre Lewis n'était plus un procès normal. C'était devenu un symbole de la justice perdue et de la vérité ressuscitée. Au premier rang, Amara Lewis était assise entre sa mère, Naomi, et la journaliste Maya Jordan. Elle portait un tailleur noir, ses cheveux tirés en arrière, son visage calme, mais ses yeux profonds. De l'autre côté, Monsieur Victor McCall, dans un coûteux costume gris, était assis à côté de l'avocat grave, son visage affichant toujours son arrogance habituelle, mais les rides sur son front ne pouvaient plus cacher sa fatigue. La juge Evelyn Carter, une femme connue pour sa rigueur et son intégrité, est entrée.
Le procès commence. Affaire 24317B. Le groupe McCall poursuit Naomi et Amara Lewis pour diffamation et violation de données. Les défendeurs contre-attaquent pour blanchiment d'argent, manipulation de bourse et dissimulation de violences scolaires. Le marteau a frappé comme une entaille qui a fendu l'histoire en deux. L'accusation a ouvert avec des preuves des dossiers Brookdale, vidéos, emails, données financières. Sur le grand écran, une image de M. McCall remettant de l'argent à Parker est apparue, ainsi qu'un extrait de conversation de la clé USB que Cooper avait laissée derrière elle. Tout l'auditorium est devenu silencieux. L'avocat grave s'est levé pour argumenter. Ce sont des données piratées. Elles n'ont aucune valeur légale. Tout cela n'est qu'une fabrication d'une mère désespérée. La juge Carter a frappé son marteau, sa voix froide comme l'acier. Avocat grave. Les preuves ont été confirmées par l'agence fédérale d'enquête. Veuillez vous concentrer sur l'argument, pas sur les attaques personnelles. Dans le box des témoins, Amara a pris une profonde inspiration lorsque son nom a été appelé. Elle s'est avancée à la barre, ses mains tremblant légèrement, mais sa voix étrangement ferme. Mademoiselle Amara Lewis, a dit le procureur. Dites-moi, avec vos propres mots, ce qui a déclenché tout cela? Elle a regardé autour de la pièce, puis a regardé droit dans les yeux de McCall. C'était juste un matin normal à Brookdale. On m'a jeté au sol. Un coup de pied. La classe était silencieuse. L'enseignante était silencieuse et l'école était silencieuse. Mais le silence a tout dit. Elle a fait une pause, sa voix devenant plus basse. Je ne voulais pas de vengeance. Je voulais juste qu'un adulte de l'école me dise que ce qu'ils avaient fait était mal. Au lieu de cela, ils ont essayé d'effacer toutes les traces. Ils m'ont effacé des registres comme si je n'avais jamais existé. J'étais juste une étudiante. Mais pour eux, j'étais une menace. En dessous, Naomi a serré les poings, les larmes montant à ses yeux, mais elle a essayé de garder son calme. Prochain témoin, Ryan McCall. La pièce a bruissé. La porte latérale s'est ouverte et Ryan est entré, le visage pâle. Son uniforme de prison gris pâle le faisait paraître encore plus petit. Il a baissé la tête, évitant le regard de son père. « Monsieur McCall ?» a demandé le procureur. « Confirmez-vous que vous avez participé à la violence contre mademoiselle Lewis ?» Ryan a dégluti. « Oui, je confirme. » « Et confirmez-vous que votre père, monsieur Victor McCall, a ordonné au proviseur Parker d'effacer le rapport de l'incident ?» Ryan a levé les yeux, ses yeux rouges. « Oui, il m'a dit de ne pas déshonorer le nom des McCall. J'avais peur. J'ai eu tort. » Une onde d'excitation s'est répandue dans la pièce. Monsieur McCall a claqué sa main sur la table et s'est levé. Ce garçon a été forcé de parler. C'est un coup monté journalistique. La juge Carter a dit sévèrement, « Monsieur McCall, asseyez-vous. Si vous interrompez à nouveau, je vous ferai expulser. » McCall a haleté. Son visage était rouge. C'était juste un coup de pied insignifiant. Un coup de pied. Vous comprenez? Tout ce pays est devenu fou pour une farce d'enfant. Carter l'a regardé, sa voix nette, « Mais c'est ce coup de pied, monsieur McCall, qui a détruit votre réputation. » Tout l'auditorium a semblé exploser. Le cliquetis des claviers des journalistes, les flashs des caméras, le murmure des voix. McCall s'est assis lourdement, ses mains tremblant de colère et de désespoir. Cet après-midi-là, après avoir entendu suffisamment de témoignages et examiné les preuves, la juge Carter a rendu la sentence. L'air était si calme qu'on pouvait entendre une épingle tomber. Trouvant les preuves et les témoignages appropriés, le tribunal ordonne que M. Victor McCall, accusé de corruption, de manipulation de bourse, de dissimulation de violences scolaires et de falsification de documents fédéraux, soit condamné à 7 ans de prison sans libération conditionnelle. Le défendeur Ryan McCall, pour avoir coopéré à l'enquête, est condamné à 1 an de travaux d'intérêt général et doit participer à un programme de réintégration communautaire. Mademoiselle Naomi Lewis et Mademoiselle Amara Lewis sont déclarées non coupables et le département de l'éducation les félicite pour leur aide à la révélation des fautes. Le coup de marteau final a retenti, fort et décisif. Monsieur McCall est resté silencieux, ses yeux fixant le vide. Ryan a baissé la tête, des larmes coulant. Au dernier rang, Amara a pris une profonde inspiration, ressentant un étrange vide dans sa poitrine. Non pas de triomphe, mais de soulagement. Naomi a serré son enfant dans ses bras,
chuchotant, nous l'avons fait. Amara a répondu, sa voix tremblante, non, maman. Nous l'avons fait. Dehors, la foule a éclaté en acclamations. La télévision en direct a capturé le moment où la mère et la fille sont sorties du palais de justice, le soleil doré de l'après-midi illuminant leurs visages. Maya s'est approchée, demandant rapidement les nouvelles. Amara, comment vous sentez-vous en ce moment? Elle a souri, sa voix douce et régulière. Je ne veux pas que quelqu'un d'autre traverse ce que j'ai traversé. Si la justice a une forme aujourd'hui, elle a le visage de la vérité. Dans sa cellule, Victor McCall est resté immobile, la lumière filtrant à travers les barreaux. La photographie de lui avec le sénateur Gane est tombée au sol, brisée dans son cadre, il a murmuré, un coup de pied, juste un coup de pied. Mais dehors, toute l'Amérique savait que ce n'était pas juste un coup de pied. C'était le début d'un réveil. C'était juste un coup de pied insignifiant, a crié Monsieur McCall. Mais personne n'a répondu parce que tout le monde savait. C'était ce coup de pied qui avait détruit toute sa réputation. Quelques semaines plus tard, Amara a été invitée à prendre la parole au National Citizens of Courage Awards, où elle a raconté son parcours non pas comme une victime, mais comme un symbole de nouvelle justice. 3 mois après le procès historique, l'atmosphère à Brookdale était complètement différente. Les couloirs autrefois craintifs étaient maintenant baignés de lumière, les murs étaient repeints, et un tableau d'affichage était accroché au milieu du hall principal, respect avant le pouvoir. C'était la nouvelle devise de l'école, choisie après le remplacement de tout le conseil d'éducation. Aujourd'hui, élèves, parents et médias se sont rassemblés pour célébrer la réouverture de Brookdale High, autrefois le centre du plus grand scandale de l'histoire de l'éducation en Géorgie. Sur un podium en bois, Amara Lewis se tenait devant le microphone sous des applaudissements retentissants. Son simple costume blanc contrastait avec le douloureux souvenir d'avoir été jeté au sol au milieu de la classe, un souvenir dont tout le pays avait été témoin à l'écran. En dessous, au premier rang, Naomi Lewis, la mère, qui avait tenu bon dans la tempête, regardait tranquillement sa fille, son visage reflétant une fierté et une paix qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Il y a 3 mois, a commencé Amara, sa voix retentissante mais douce. Je me tenais dans cette salle d'audience avec un cœur tremblant, pensant que la justice était la fin. Mais aujourd'hui, j'ai réalisé que la justice n'est que le début d'un autre voyage, un voyage d'apprentissage du pardon et d'apprentissage à reconstruire la confiance. La salle est devenue silencieuse. Les visages des nouveaux élèves, noirs et blancs, la regardaient attentivement. Au 3e rang, Kayla, l'amie qui avait conseillé à Amara de ne pas combattre le système, essuyait des larmes. Amara a continué, Brookdale était autrefois un endroit où le silence signifiait la sécurité, mais le silence permettait aussi au mal de prospérer. Maintenant, cette école sera un endroit où chaque élève pourra s'exprimer sans crainte de punition. Des applaudissements ont éclaté. Les caméras de télévision ont balayé des milliers de visages, capturant le moment où l'Amérique a assisté à la renaissance d'une icône éducative autrefois enterrée. Après la cérémonie, Naomi et Amara ont visité les nouveaux terrains de l'école. Le vieux chêne était toujours là, mais à côté se trouvait une plaque de bronze gravée des mots, pour ceux qui ont parlé quand le silence était plus sûr. Naomi a doucement posé sa main sur la plaque et a chuchoté, c'est la vraie récompense, Amara. Pas l'argent ou la célébrité. C'est que tu fais parler les autres. Amara a souri, mais ses yeux se sont attardés sur le coin de la cour où Ryan l'avait frappé. Au soleil de l'après-midi, les souvenirs ont défilé comme au ralenti. Elle a pris une profonde inspiration, puis s'est détournée. Je ne les déteste plus, maman. A dit Amara, sa voix douce mais ferme. Je regrette juste d'avoir cru que j'étais si petite que je ne pouvais rien changer. Naomi a serré la main de sa fille. Mais c'est ce qui t'a rendue grande. Cet après-midi-là, dans la salle du conseil scolaire, Amara a reçu une invitation officielle de la National Anti-Bullying Initiative. L'email de la directrice du programme, Michelle Green, disait « Nous aimerions inviter Amara Lewis à être la plus jeune oratrice de l'histoire du programme. » Sujet, de la victime à la voix. Amara l'a lu encore et encore. Elle s'est effondrée sur sa chaise, ses émotions montant. Elle a compris mieux que quiconque ce que l'invitation signifiait. Non seulement une reconnaissance, mais l'opportunité d'utiliser sa douleur comme un phare pour éclairer le chemin des autres. Ce soir-là, Kayla est passée au dortoir. Je l'ai vue à la télé, a-t-elle dit. Tu vas parler à la nation? Tu n'as pas peur? Amara a ri. Peur?
Mais j'ai encore plus peur qu'un jour je me taise quand je verrai quelqu'un blessé comme je l'ai été. Kayla a hoché la tête, versant une tasse de thé à Amara. Je pense que si Cooper était encore là, elle serait fière. Amara est restée silencieuse. La mention du nom l'étouffait encore. Cooper était toujours porté disparu, la femme qui avait risqué sa vie pour poster la première vidéo. Maintenant, personne ne savait où. Tard dans la nuit, quand le dortoir était calme, Amara était assise seule devant son ordinateur portable. Elle a ouvert sa boîte de réception, relisant les invitations, les notes de remerciement, les centaines de messages d'étudiants à travers l'Amérique. Merci, Amara. J'ai aussi été harcelée et j'en ai parlé à mon professeur aujourd'hui. Ton histoire me fait croire que la justice existe. Sans toi, je pense que j'aurais abandonné. Des larmes coulaient sur ses joues. Mais entre les notes de remerciement, un nouvel email est apparu en haut de la liste, sans expéditeur, de anonymous@protonmail.com. Objet, la justice ne dort jamais, mais elle ne dure jamais non plus. Corps, la justice est temporaire. Les gens qui contrôlent vraiment le système, ils n'ont pas encore été touchés. Elle a fait une pause. Son cœur battait la chamade. Les derniers mots sont apparus en gras rouge, ils sont de retour, Amara. Et ils savent qui tu es. Elle a regardé autour d'elle, sur ses gardes. Les fenêtres étaient toujours ouvertes, l'air froid de la nuit s'infiltrait à travers les rideaux. Dehors, une voiture a démarré. Une berline noire sortant du parking. Amara a froncé les sourcils. Est-ce que quelqu'un me prévient ou me menace? Elle a immédiatement transféré l'email à Naomi avec une courte note, « Maman, je ne pense pas que ce soit fini. » Le lendemain matin, Naomi a appelé l'agent Grant. Nous avons reçu un email anonyme, peut-être lié à l'ancienne équipe de McCall, a dit Grant d'une voix basse. J'ai également reçu des informations similaires. Il semble qu'après la condamnation de McCall, d'autres personnes du système de parrainage qui n'ont pas été arrêtées essaient de couvrir leurs traces. Naomi a doucement serré le téléphone. Je crains qu'il ne cible Amara. Grant a répondu, nous la protégerons. Mais Madame Lewis, rappelez-vous quand une lumière brille trop fort, elle invite aussi d'autres ombres à venir. Naomi a levé les yeux vers le panneau respect avant le pouvoir accroché au milieu de la cour de l'école quand elle est allée chercher sa fille. La lumière du matin brillait à travers le mot respect, scintillant. Mais derrière le panneau, il y avait une silhouette en manteau noir debout immobile pendant longtemps, puis elle s'est retournée et a disparu. La justice avait prévalu. Mais la justice ne dure jamais éternellement. Car quand la lumière se répand trop loin, les ombres aussi commencent à bouger. Ce soir-là, Naomi ouvre son ordinateur portable et découvre une anomalie dans le système de base de données fédéral. Quelqu'un accède illégalement à ses fichiers et à ceux d'Amara, et la piste mène à Washington DC. La nuit d'Atlanta était calme, mais le petit appartement des Lewis était baigné par la lumière froide de l'écran de l'ordinateur portable. L'horloge affichait 2 heures du matin. Amara était toujours éveillée, écrivant un discours pour son prochain discours national. Le cliquetis régulier du clavier se mêlait au son de la pluie tapant légèrement sur la porte vitrée. Tout semblait paisible jusqu'à ce que l'écran clignote soudainement. Une fenêtre étrange est apparue, violation du système détecté. Amara a froncé les sourcils, ses mains tremblant. Maman, a-t-elle appelé doucement, sa voix pleine d'inquiétude. Naomi est entrée de la pièce voisine, ses cheveux attachés, portant toujours sa blouse blanche. Un simple coup d'œil à l'écran. Elle savait que ce n'était pas un problème ordinaire. Déconnectez le réseau maintenant, a ordonné Naomi, courant pour débrancher le câble réseau, mais il était trop tard. À l'écran, les fichiers d'Amara étaient en cours de copie. Photos quotidiennes, photos d'école, même des photos privées enregistrées sur son téléphone, apparaissant maintenant sur le web anonyme. Un message glaçant est apparu, la voix de la justice sera bientôt réduite au silence. Le cœur d'Amara s'est serré. Maman, ils ont tout pris. Mon discours, mon dossier. Naomi a serré l'épaule de sa fille, essayant de rester calme. C'est bon. Je vais vérifier. Ce n'est peut-être qu'un bot. Mais quand elle a allumé son ordinateur, la même scène est apparue. Tout son dossier de travail, y compris les données de l'enquête McCall. Les preuves du système de financement caché avaient disparu, effacées en quelques minutes. Ça ne peut pas être, a chuchoté Naomi. Il n'y a qu'un seul groupe avec ce niveau d'accès, la sécurité gouvernementale. Amara s'est figée.
Qu'est-ce que tu veux dire? Ils cachent quelque chose? Ils veulent effacer complètement l'affaire McCall. Naomi a légèrement hoché la tête. Ou quelqu'un dans le système a bénéficié de la fondation McCall et maintenant ils veulent effacer toutes les traces de cela. Le téléphone a sonné. Maya Jordan a appelé. Sa voix de journaliste remplie de panique. Naomi, Amara, avez-vous vérifié Internet? Quelqu'un a posté une photo d'Amara avec un faux article disant qu'elle a monté l'affaire pour devenir célèbre. Ça devient viral sur Twitter et Reddit. Il l'appelle la menteuse de Géorgie. Amara est restée là, abasourdie. L'écran de son téléphone était rempli de commentaires haineux, de hashtags sales, de photos truquées et même d'une vidéo générée par l'IA disant qu'elle recevait des fonds de l'opposition pour faire tomber un politicien. Non, pas possible, a chuchoté Amara. Maman, je n'en peux plus. Il se moque de moi encore une fois. Naomi a serré sa fille dans ses bras, ses yeux n'étaient plus seulement ceux d'une mère, mais de quelqu'un qui avait mené de féroces batailles dans le monde souterrain de l'information. Amara, écoute-moi. Ce n'est pas un internaute. C'est une campagne organisée. Quelqu'un essaie d'éteindre la lumière que tu as allumée. Cette nuit-là, ni la mère ni la fille n'ont dormi. Naomi a utilisé un ancien logiciel interne de l'agence de sécurité pour traquer les adresses IP. Après 3 heures, elle a découvert que la source de l'attaque provenait d'un serveur à Washington DC avec un identifiant qui correspondait au bureau du Conseil fédéral de l'éducation, qui avait coopéré à l'enquête McCall. Maman, a dit Amara doucement. S'ils sont vraiment des agents du gouvernement, qu'allons-nous faire? Ils peuvent suivre mon téléphone. Naomi a regardé droit dans les yeux de sa fille, sa voix ferme, alors nous partons pour l'instant. Les yeux d'Amara se sont écarquillés. Partir après tout ce que nous avons fait? Naomi a serré la main de sa fille. Parfois, pour garder la lumière, il faut laisser l'obscurité. Je ne fuis pas. Je me prépare juste pour la prochaine frappe. Le lendemain matin, la presse a explosé. Des sites d'information ont publié une série d'articles contradictoires. Héroïne ou menteuse? La vérité derrière Brookdale, quelqu'un manipule-t-il l'opinion publique? Les agences de presse internationales ont commencé à douter de l'authenticité des dossiers Brookdale. Tout le travail de Naomi et Maya était éclipsé par les fausses nouvelles. Pendant ce temps, dans la rue, les gens ont recommencé à chuchoter. Des regards suspicieux, des mots sarcastiques sont revenus. L'histoire se répétait. Sauf que cette fois, le coup de pied ne venait pas d'un élève, mais des mains du système. Naomi a rangé ses documents, a mis son ordinateur dans une valise anti-piratage. Nous quittons Atlanta ce soir. J'ai une vieille amie en Caroline du Nord, une ancienne agent du FBI, qui peut nous aider à rester anonyme pendant un certain temps. Amara a tranquillement regardé autour de l'appartement, qui avait autrefois été le point de départ de la justice. Elle a chuchoté, « Mère, la justice peut-elle survivre? Si elle est elle-même déformée. » Naomi s'est arrêtée à la porte et a chuchoté, « La vraie justice n'a pas besoin d'être crue. Elle a juste besoin de survivre assez longtemps pour prouver que la vérité ne peut pas être enterrée pour toujours. » Cette nuit-là, alors que la mère et la fille montaient dans la voiture pour quitter Atlanta, la pluie tombait abondamment. Au loin, les lumières de Brookdale étaient toujours allumées, les mots respect avant le pouvoir scintillaient sous la pluie, reflétés dans le rétroviseur. Mais de l'autre côté de la rue, dans un SUV noir, un homme en costume parlait dans un casque. La cible a quitté Atlanta. Lancé la phase 2. Il pensait que la justice était un bouclier, mais pour ceux qui contrôlaient l'obscurité, ce n'était qu'une cible à abattre. Et cette fois, la victime n'était pas une étudiante. C'était la vérité elle-même. Alors que l'aube se levait en Caroline du Nord, Amara a ouvert son téléphone. Un étrange message texte est apparu, « Bienvenue en sécurité. » Mais rappelez-vous, même un abri a des yeux. Ce jour-là à Washington, D.C., le ciel était exceptionnellement clair. Le ciel bleu s'étendait sur les bâtiments gouvernementaux étincelants. Les gens se pressaient le long de Pennsylvania Avenue, mais dans le grand bâtiment de verre de la Commission nationale de la sécurité de l'éducation, le temps semblait s'être arrêté. Naomi Lewis est sortie de l'ascenseur, son manteau noir flottant dans la climatisation fraîche. À côté d'elle se trouvaient Amara et Maya Jordan, toutes deux marchant silencieusement, les yeux méfiants même si elles étaient dans ce qui aurait dû être le centre de la justice. Une jeune secrétaire les a conduites dans une grande pièce où un homme grand aux cheveux argentés les attendait près de la fenêtre. C'était le député Jonathan Reeves,
le président de la commission. Il a souri lorsque Naomi est entrée. « Docteur Lewis » a-t-il dit, sa voix basse et calme. « Ce pays vous doit, à vous et à votre fille, plus qu'un simple merci. Grâce à vous, nous avons vu ce qui était caché depuis des décennies sous le vernis moral du système. » Naomi a légèrement baissé la tête, ne répondant pas. Son regard cherchait toujours. Reeves a continué. « Nous formons un conseil consultatif national sur la sécurité scolaire. Je veux que vous dirigiez l'analyse des données et des politiques. Vous êtes la seule à comprendre suffisamment comment le pouvoir manipule l'éducation et comment empêcher que cela ne se reproduise. » L'atmosphère dans la pièce était lourde. Maya a pincé les lèvres, a jeté un coup d'œil à Naomi. Elle n'a rien dit, a juste regardé par la fenêtre le bâtiment blanc du Capitole brillant au soleil. La vue a apporté à Naomi à la fois de la fierté et un profond malaise. « Un poste de conseillère gouvernementale ?» a demandé Naomi, sa voix basse. « Après tout ce que j'ai vu, après que ce même système ait essayé d'effacer mes données et de calomnier ma fille. » Reeves a légèrement hoché la tête. « Je comprends vos doutes, mais il y a des gens au gouvernement qui se battent toujours pour la vérité. Je suis l'un d'entre eux. Vous pouvez continuer à rester à l'extérieur ou entrer et changer les choses de l'intérieur. » Amara a parlé doucement mais fermement. « Maman, si tu ne le fais pas, qui le fera ?» Naomi s'est tournée, regardant sa fille. Les yeux fermes d'Amara lui ont fait voir une jeune femme pleine d'idéaux, mais aussi pas encore pleinement consciente de la cruauté du pouvoir. « Tu ne comprends pas, Amara, » a dit Naomi doucement. « Entrer dans le système, c'est entrer dans un labyrinthe. Là, la justice n'est pas une épée. C'est une épée à double tranchant. Et parfois, elle coupe la personne qui la tient. » Maya a interjecté, sa voix douce mais ferme. « Naomi, tu m'as dit une fois, la justice ne peut pas vivre dans l'obscurité pour toujours. Si tu n'y vas pas, quelqu'un d'autre le fera, et peut-être que la prochaine fois, ils ne choisiront pas la lumière. » La pièce est devenue silencieuse. L'horloge au mur a lentement coché. Finalement, Naomi a pris une profonde inspiration, ses yeux revenant vers le sénateur Reeves. « D'accord, » a-t-elle dit. « J'accepterai, mais à une condition. » Reeves a levé un sourcil. « À quelle condition ?» Naomi a répondu lentement. Chaque mot comme cloué au pilori. « Je veux une réenquête complète de l'affaire Brookdale, non seulement au niveau de l'État, mais au niveau fédéral. Je veux savoir qui a ordonné la suppression, qui a manipulé les dossiers, et pourquoi une étudiante a dû endurer tout cela juste pour s'être exprimée. » Reeves l'a regardé longtemps, puis a hoché la tête. « Vous avez ma parole, et vous avez accès à l'ensemble du système pour commencer. » Amara a légèrement souri pour la première fois depuis des semaines. Maya a doucement pris l'épaule de Naomi. « Tu sais, » a-t-elle dit, « parfois la justice n'est pas au tribunal, mais chez les gens qui osent s'avancer, même lorsque le chemin est semé d'embûches. » Naomi a répondu doucement, un rare sourire apparaissant. « Et parfois, pour changer le système, il faut entrer dans son cœur. » Cet après-midi-là, alors qu'elle quittait le bâtiment du Capitole, le soleil de décès baignait les marches de marbre d'or. Amara s'est tournée pour regarder où se tenait sa mère, une femme qui avait été menacée, qui avait tout perdu et qui maintenant entrait dans l'endroit le plus puissant d'Amérique. Elle a chuchoté à Maya, « Ma mère n'a plus peur du pouvoir. Maintenant, le pouvoir a peur d'elle. » Maya a ri et a dit, « Et c'est ça, la vraie justice. Parfois, la justice n'est pas au tribunal, mais chez les gens qui osent s'avancer. » Alors que la nuit tombe, Naomi reçoit son premier appel de son nouveau bureau. Quelqu'un lui a envoyé un dossier confidentiel intitulé Brookdale. Les dossiers qu'ils ont essayé d'effacer. Lundi matin, le ciel de Washington DC était d'un gris terne. Une pluie légère tombait sur les fenêtres vitrées du siège du FBI, reflétant les lumières jaunes tamisées à l'intérieur. Dans la salle de conférence du 11e étage, habituellement réservée aux réunions fédérales top secrètes, Naomi Lewis était assise en face de l'agent Samuel Grant et de la journaliste Maya Jordan. N'étant plus la mère fatiguée de l'affaire Brookdale, Naomi portait maintenant un blazer gris, ses yeux vifs, ses mains reposant sur un document de près de 200 pages portant le sceau rouge du FBI. Grant a commencé, sa voix grave mais calme. « Docteur Lewis, vous avez raison. L'affaire Brookdale n'était que la pointe de l'iceberg. Lorsque l'équipe a suivi la piste que vous avez fournie, nous avons découvert un réseau de manipulation de financement de l'éducation à plusieurs États, un réseau qui fonctionnait depuis près d'une décennie.
Maya s'est penchée légèrement. Par réseau, vous voulez dire qu'il y a d'autres écoles impliquées? Grant a hoché la tête, poussant le dossier vers elle. Ce n'est pas seulement l'école. C'est toute une chaîne d'organismes de bienfaisance, de donateurs, de politiciens et même de fonctionnaires du ministère de l'Éducation. Ils utilisent le nom de bourse pour étudiants pauvres pour déplacer des dizaines de millions de dollars à travers des canaux de donateurs, puis blanchissent l'argent par le biais de fonds privés. Brookdale n'est que le point de départ où ils testent le modèle. Naomi a serré les mains. Une sensation de froid et de chaleur l'a envahi. Comme si toutes les années d'attaque, d'effacement de ces données, d'être réduites au silence, touchaient enfin à leur fin. Combien de cas sont impliqués? A-t-elle demandé. Grant a ouvert la diapositive. L'écran s'est allumé. 4 organisations, 16 lycées, 7 politiciens actuels. Maya a halté. Oh mon Dieu! Grant a continué. Nous avons arrêté 3 personnes ce matin, mais ce n'est que le premier acte d'accusation. Le reste prendra des mois à être révélé, et nous avons besoin de vous, Naomi, parce que personne ne comprend le mécanisme de données de la Fondation McCall comme vous. Naomi s'est levée et a marché vers l'écran. Ses yeux rivés sur les lignes familières de noms. Elle a reconnu plusieurs des noms qui avaient signé le document soutenant le fonds de relance de Brookdale, le fonds qu'il disait vouloir aider à reconstruire l'école après l'incident. Oh mon Dieu, a-t-elle chuchoté. Ils utilisent la douleur de mon fils pour continuer à blanchir de l'argent. Grant l'a regardé, ses yeux solennels. Et ils ne se sont pas arrêtés là. Certains d'entre eux ont essayé de pirater vos données personnelles et celles d'Amara pour trouver les preuves que vous aviez conservées. Il est très possible que l'attaque informatique d'Atlanta ait été un avertissement d'un bureau gouvernemental. Maya a posé sa main sur l'épaule de Naomi. Il voulait éteindre la lumière, mais vous l'avez propagée plus loin. Maintenant, personne ne peut plus l'enterrer. Naomi a pris une profonde inspiration, s'est tournée vers Grant. Je suis prête à coopérer, mais j'ai une demande. Dites-moi, a répondu Grant. Je veux que toutes les données de l'affaire Brookdale vidéo, transcription, contrat, déclaration soient rendues publiques, pas seulement dans les dossiers judiciaires, mais dans le système éducatif national. Je veux que les élèves, les enseignants et les parents de toute l'Amérique voient toute la vérité, pas seulement un résumé expurgé. Grant a réfléchi. C'est une demande audacieuse. Cela pourrait ébranler le système. Naomi a légèrement souri, mais ses yeux étaient aussi tranchants que des couteaux. Alors ébranler le système, car c'est la seule façon de le changer. 2 heures plus tard, Grant a signé l'ordre de rendre public le dossier d'enquête étendu de Brookdale. Une partie des données a été publiée sur le site web du ministère de la Justice avec le titre en bandeau « Les dossiers Brookdale, la vérité complète ». Maya a regardé en direct sur son ordinateur portable. C'est partout sur les réseaux sociaux. Les grands médias le reprennent. Des milliers de parents commentent. Des millions de vues en une demi-heure. Naomi a regardé silencieusement les données défiler sur l'écran. Des documents qu'elle avait gardés cachés sur un disque dur chiffré pendant des années. Maya, a-t-elle dit doucement. Écris tout. Pas dans le journalisme, mais dans la vérité, d'une manière que les générations futures pourront comprendre. Maya a levé la tête. Vous voulez dire faire un film? Naomi a dit lentement. Un documentaire. Pour que ce qui s'est passé à Brookdale ne se reproduise plus jamais, nulle part. Ce soir-là, Naomi est sortie du siège du FBI avec Maya et Grant. L'air nocturne sentait la pluie et l'acier froid. Amara attendait sur les marches. Quand elle a vu sa mère, elle a couru vers elle et lui a pris la main. J'ai entendu les nouvelles. Ils ont arrêté 3 personnes. Naomi a hoché la tête. Oui, mais ce n'est que le début. Il y a quelque chose de plus important. Elle s'est tournée vers Maya et lui a tendu le petit disque dur argenté. Là-dedans se trouve toute l'histoire de l'affaire Brookdale. La lumière et l'obscurité. Laisse Amara la raconter de sa propre voix. Non plus la victime, mais la narratrice. Amara a levé les yeux, surprise. Tu veux que j'écrive l'histoire? Naomi a souri, ses yeux doux mais fiers. Non, mon enfant. Je veux que tu le dises au monde. Parce que ce n'est que lorsque la justice est racontée par la voix de ceux qui l'ont subie qu'elle sera la vérité complète. Cette nuit-là, dans son appartement loué, Amara a ouvert son ordinateur portable et a fixé l'écran vierge.
Elle a tapé les premières lignes, « Je ne suis pas une héroïne. Je suis juste une fille qui a reçu un coup de pied en classe. » Mais à partir de ce coup de pied, tout un pays s'est réveillé. Elle a fait une pause, a levé les yeux vers la photo de sa mère sur son bureau et a souri. Ce n'est plus mon histoire. C'est notre histoire de justice, de peur, et de comment la vérité trouve enfin une voie. La justice ne se termine pas avec un verdict. Elle commence quand la vérité est racontée entièrement, sans censure. Un mois plus tard, Amara a commencé à travailler sur le documentaire Brookdale, La vérité indicible. Et alors que le premier trailer était diffusé, un visage familier est apparu dans l'ombre. Un matin d'automne, un doux soleil filtrait à travers les vitres brisées de Brookdale, là où tout s'était passé. Maintenant, le bâtiment avait été rénové, repeint, nettoyé et rendu plus paisible. Mais dans le cœur d'Amara, chaque brique résonnait encore des sons du passé. L'équipe de tournage s'est installée au milieu de l'ancienne salle de classe. La salle d'histoire où tout avait commencé. Des câbles traversaient le sol. Des lumières les éclairaient chaque petit détail. De nouveaux bureaux et chaises. Un tableau vert. Une fenêtre ouverte. Mais cet endroit, au deuxième rang, était toujours là où Amara était tombée, avait été frappée et était restée silencieuse. Elle s'est assise sur sa chaise, a pris une profonde inspiration. Le caméraman a demandé, « Êtes-vous prête ?» Amara a hoché la tête. Oui. La caméra s'est allumée. La lumière se reflétait dans ses yeux. Des yeux qui avaient autrefois contenu la peur, maintenant seulement le calme. Ce jour-là, a commencé Amara. Je n'ai pas ressenti de colère. Je me suis senti invisible. Tout le monde m'a vu tomber, mais personne ne s'est avancé. Personne n'a rien dit. Et c'est le silence, pas le coup de pied, qui m'a fait le plus mal. Elle a fait une pause, regardant autour de la pièce, sa voix petite mais résonnante. Je ne suis pas revenu ici pour me venger. Je suis revenu pour prouver que la vérité n'a pas besoin de colère pour survivre. Dans le coin de la pièce, quelques nouveaux élèves regardaient le tournage en silence. Une jeune fille noire a regardé Amara, ses yeux brillants comme si elle voyait en elle l'image de son futur elle-même. Amara a continué, sa voix basse et douce. Quelqu'un m'a demandé, qu'est-ce qui m'a rendu la plus forte ? Je pense que c'est quand j'ai compris que la vengeance ne vous rend pas plus fort. La vérité vous libère. Je pardonne non pas parce qu'il le mérite, mais parce que je ne veux pas qu'il contrôle mon cœur un jour de plus. L'équipe est restée silencieuse. Personne n'a osé interrompre. La lumière de la fenêtre est tombée sur son visage, rendant l'image comme une image fixe dans le flux chaotique du temps. Le réalisateur a doucement signalé la fin. Amara s'est levée et s'est dirigée vers la fenêtre de la salle de classe. Dehors, la cour de l'école était animée de rires. De nouveaux élèves couraient après les autres, insouciants, comme si cet endroit n'avait jamais été témoin de quoi que ce soit de sombre auparavant. Elle a posé sa main sur le cadre de la fenêtre et a parlé doucement, non pas à la caméra, mais comme à elle-même. La justice n'est pas la fin de l'obscurité, mais quand nous avons le courage d'en sortir. La caméra s'est arrêtée. Le dernier plan est resté immobile pendant quelques secondes. Amara a regardé par la fenêtre, la lumière couvrant ses épaules. Et au loin, le nouveau panneau au milieu de la cour de l'école gravait des mots, « Respect avant le pouvoir ». La vengeance ne nous rend pas plus forts. La vérité nous libère. Amara a quitté la classe. Son téléphone a vibré. Une nouvelle notification est apparue, le documentaire Brookdale nommé pour un prix Peabody. Les lumières nocturnes d'Atlanta embrasaient le ciel, étincelantes, vibrantes. Devant le cinéma Régal du centre-ville, une foule immense s'étirait sur plusieurs rues. Des centaines de personnes attendaient pour assister à la première du film documentaire Un coup de pied, une vérité. Sur la façade, une grande affiche illuminée montrait Amara, debout au centre d'une salle de classe. Une lumière douce baignait son visage, et sous son image, quelques mots simples, du silence à la force. À l'intérieur, l'auditorium était bondé. Maya Jordan était assise au premier rang, aux côtés de Naomi. Juste derrière elle, l'agent Grant, d'ancien élève de Brookdale, et même Ryan McCall, désormais un jeune homme méconnaissable, calme, discret, marqué mais transformé. Quand le logo du film apparut, le silence tomba comme une prière. Première image, le coup de pied. Deuxième image, les yeux d'Amara fixant la caméra. Puis vinrent les vraies images. Les photos. Les témoignages.
Et enfin, le moment de justice. Les émotions montaient à chaque minute. Le public retenait son souffle. Certains sanglotaient, d'autres serraient les poings. Et puis, la voix d'Amara retentit dans les haut-parleurs, claire, déchirante, on m'a jeté au sol. Mais le plus douloureux n'était pas le coup de pied. C'étaient les yeux qui se détournaient. Quand le mot fin apparut à l'écran, la salle resta figée quelques secondes, suspendue dans un silence vibrant, avant d'exploser en applaudissements sans fin. Des centaines de personnes se levèrent, acclamant, criant son nom. Les caméras de télévision pivotèrent vers la scène. Amara apparut, vêtue d'une simple robe blanche, baignée dans une lumière éclatante. Naomi, les yeux embués, la regardait, non plus avec douleur, mais avec fierté. Maya lui prit doucement la main. « C'est une justice qu'ils ne pourront jamais effacer », murmura-t-elle. Amara s'avança vers le micro. Sa voix, posée et résonnante, emplit la salle, on m'a jeté au sol. Mais aujourd'hui, je me lève. Non seulement pour moi-même, mais pour la prochaine génération. Un silence sacré suivit. Elle marqua une pause, puis leva le regard, droit vers la caméra de télévision, en direct. La justice ne commence pas dans une salle d'audience. Elle commence dans le cœur de ceux qui osent dire « assez ». Si vous êtes témoin d'une injustice, ne détournez pas les yeux. Ne restez pas silencieux. Car c'est dans le silence que l'obscurité trouve sa force. Une salve d'applaudissements éclata. Et elle dura. Longtemps. Les gens se levèrent, scandant son nom. Au milieu de la foule, Ryan baissa la tête, les larmes coulant librement, tandis que Naomi montait sur scène pour serrer sa fille dans ses bras. Amara se tourna vers le public, le visage apaisé, le sourire doux mais ferme. Ses derniers mots furent clairs, simples, puissants, j'ai appris que la vengeance ne nous rend pas plus forts. Seule la vérité nous libérera. Les lumières de la scène s'éteignirent lentement, ne laissant qu'un dernier plan, Amara, debout au milieu d'une mer humaine, face à un écran noir où s'affichait, en lettres blanches, un coup de pied, une vérité. Puis, sa voix en off conclut, que feriez-vous si vous voyiez une injustice? Resteriez-vous silencieux? Où vous lèveriez-vous? Le message se répéta, résonnant comme un écho à travers le pays, que feriez-vous si vous voyiez une injustice? Resteriez-vous silencieux? Où vous lèveriez-vous? Et sur l'écran, un texte final s'inscrivit, commentez d'où vous regardez et partagez cette vidéo pour répandre la justice. Car parfois, une seule petite action peut changer le monde. C'est ainsi qu'un acte de cruauté isolé se transforma en un appel national au courage. Ceux qui riaient ce jour-là apprirent trop tard que le monde regardait et que la vérité ne reste jamais enterrée. Amara ne s'était pas seulement défendue. Elle s'était levée pour toutes les voix réduites au silence. Alors, dites-moi. Si vous étiez témoin d'une injustice, resteriez-vous silencieux? Où vous lèveriez-vous? Si cette histoire vous a touché, cliquez sur « J'aime », partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de la voir, et abonnez-vous pour plus d'histoires vraies, puissantes et courageuses, celles qui dénoncent l'injustice et célèbrent la lumière qui renaît du silence.